2, que des têtes allumées. 3, sans jaillir, c'est la quête, ce que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green qui te présente ce podcast. Aujourd'hui mes canailles, on est reparti sur le Discord. On va se connecter directement avec un tas de French Growers ultra passionnés. Et chaque grower vient avec son thème. Et ils sont déjà plus d'une dizaine connectés sur le Discord. Donc on va pouvoir avoir un large panel de questions et interrogations sur le growing. Avant de commencer un podcast comme il se doit, nous avons notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais le répéter à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus de 30% taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. Parlons peu, on est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Bon mes canailles, avant de commencer ce podcast, ça me tenait à cœur de vous rappeler les abonnements CBD Chanvre à Parfum. Grâce à cet abonnement sans engagement, tu vas pouvoir te faire livrer du chanvre à parfum directement à la maison dans ta boîte aux lettres. T'as même pas à bouger frérot. De plus, tu vas pouvoir découvrir nos contenus en entier non censurés et ainsi rentrer dans la plus belle communauté cannabique Living Soil de France. Car tous les jours sur le Discord, on se dit bonjour. Canaille Kikit est une chaîne 100% indépendante. Donc ici, il n'y a personne qui va te dire que ce truc c'est génial alors que tout le monde sait que c'est de la merde. Parlons peu, que le podcast commence. Ceux qui cavalent comme des canailles mal intégrés au système. Bon mes canailles, on est parti pour le 3e podcast. On a déjà passé toute la journée sur le Discord avec pas mal de personnes qui étaient là aujourd'hui. On va continuer nos échanges. On est dans un style radio libre, donc chaque personne va amener un thème. Chaque personne va pouvoir développer ce qu'il a envie de dire ou alors il peut tout simplement poser des questions à moi ou à la communauté et on lui répondra. Voilà, et on va faire comme pour le premier podcast, on a fait ça tous ensemble. On va redémarrer avec Vary parce que Vary en off, il est arrivé, il m'a dit moi j'ai un coup de gueule, je suis pas content. Donc déjà je suis content qu'il y ait quelqu'un qui passe un coup de gueule et que c'est pas moi. Ça fait plaisir. Du coup Vary, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bah écoute, moi je suis au top. Ok, ouais, comme je t'avais dit, je veux passer un petit coup de gueule parce que je vais répéter, je t'ai déjà dit tout à l'heure, mais là, Oui, mais je vais dire pour tous ceux qui sont avec nous maintenant. Exactement. C'est que j'ai ouvert les infos tout à l'heure, je voyais un mec, il y a une affaire sordide, Ouais. un mec qui a tué une petite, tout ça, ok, bon, un fait divers. Et ils sont en train de parler du mec, ils disent que vas-y, c'est un mec, il a un peu des problèmes psychologiques, tout ça, et tout de suite après, ils disent que c'est un consommateur de stupéfiants, donc on le voit arriver gros, qu'ils vont nous dire c'est un fumeur de cannabis, tout de suite pour stéréotyper comme ils ont l'habitude de le faire, tout ça, et je voulais passer un coup de gueule pour ce genre de choses. Les infos, ils aiment bien, dès qu'il y a un petit souci avec quelqu'un et qui fume du cannabis, ils vont dire il fume du cannabis. Ouais, et quand un mec il qui était fume du sous emprise cannabis, de stupéfiants. des super trucs, des choses qui font avancer la société, même hors du monde du cannabis, ils en parlent pas, et vas-y, ça me saoule, et puis voilà. Et je voulais passer un petit coup de gueule, je sais pas. Ouais, donc pour toi, en fait, c'est un peu les clichés qui te gonflent, et dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose où il y a du THC dans son sang, on va remettre la faute sur le THC, un peu comme Devil Harvest et le film... The Reefer Madness, c'est ça, où tu voyais un mec fumer un joint et qui après ça donnait envie de tuer tout le monde et tout, alors que franchement pour toutes les personnes qui ont essayé le cannabis, qui ont fait ça, tout le monde sait que quand tu fumes un joint, t'as plus envie de faire la paix avec ton ennemi que de te foutre sur la gueule. D'ailleurs il y a un proverbe jamaïcain rastafarien qui est assez drôle. C'est en gros quand papa est sous whisky, maman pleure, et quand papa est sous ganja, maman sourit quoi. En gros, quand papa est sous whisky, il a une petite tendance à lui taquiner la truffe, tu vois. Et quand il est fonce-dé, il
plus cool, ça zouk. Comme tu parles du film, genre le mec il fume, il a envie de tuer tout le monde, mais en fait c'est carrément le contraire. Quand tu fumes pas, t'as envie de tuer tout le monde. Quand tu fumes, t'es cool. Sur le channel, il y a Tony Kizo qui est 100% d'accord pour dire que la France c'est un peu abusé, où à chaque fois ils en profitent de dire qu'on va dire c'est de la fausse des substances. Et du coup, est-ce que tu aurais une alternative, toi? Comment tu penses qu'il faudrait l'aborder tout ça? Parce que là tu nous as dit que t'en avais marre des stéréotypes, que ça te saoulait, mais qu'est-ce que t'aimerais voir plutôt à la place? Bah, ce que j'aimerais voir, moi, c'est juste envie de déménager, hein. Parce que je crois qu'il y a rien à faire. Il y a rien à faire, je peux rien changer. Mhm. Il y a trop de différences entre, il y a deux côtés de la société. Il y a les gens ouverts et il y a les gens cons. Et il y a rien à faire en France, on a trop, ils sont trop campés sur leurs opinions. La preuve là, bon, je vais pas encore repartir dans la politique, on en a rien à foutre. Mais, Ouais, après ça va être bien. après il y a les Ouais. mentalités qui changent quand même pas mal, je trouve. Enfin, perso, je bosse en boutique de CBD et Ouais. enfin, on peut vraiment parler avec les gens et que ce soit des publics âgés ou des publics jeunes, l'image du cannabis en France évolue vachement ces derniers temps. Ouais, donc Alors, ok, le marché du cannabis c'est un truc très très gris et il y a plein de merde, bien sûr. mais mine de rien, ça fait pas mal changer les mentalités, je trouve. Bah, Ace Ventura, ça fait plaisir de t'entendre. T'étais là dans les channels, sur les autres podcasts, mais tu n'avais pas pris la parole. Du coup, Exactement. si tu peux vu que tu as l'air d'avoir une petite expérience là-dedans, si tu peux te présenter un peu pour les personnes qui te connaissent pas, et puis après nous dire un peu, justement, continuer un peu ce sujet de manque d'éducation, de clichés, voilà, je pense que les gens concrètement, quand on connaît pas quelque chose, le racisme, ça vient souvent d'une peur. Parce que moi, je considère que c'est du racisme, hein. Je considère qu'aujourd'hui, les fumeurs de Exactement. cannabis sont dans une espèce d'apartheid qui est assez particulier, quoi, tu vois. Même si, quand j'utilise le mot apartheid, c'est pas pour galvauder ce qui s'est passé pour les Renois aux États-Unis, mais je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, vraiment, ça peut t'empêcher de faire plein de choses, t'es stigmatisé, t'es très vite dans un cliché. Dès que t'as une dreadlocks, un piercing, un tatouage, les gens te clivent. Dès qu'il y a des flics, tu te fais arrêter et ils te disent direct, alors il est où le chichon, tu vois? C'est Ouais, de ouf. compliqué, quoi. Du coup, excuse-moi, je te laisse te présenter, Mr. Hayes. Écoute, moi c'est Ace Ventura, ravi de rejoindre le podcast depuis le temps. Enchanté. Alors moi du coup je travaille dans le secteur du CBD et je suis un groweur passionné et du coup une chose qui me tient vraiment à cœur c'est d'essayer de faire changer les mentalités sur le cannabis de manière générale, que ce soit du CBD, du THC ou tout autre cannabinoïde. Et du coup ça va faire à peu près 4 ans bientôt que je suis dans ce milieu-là. Et je vois passer des dizaines, des centaines de personnes par semaine. Et je me rends bien compte que depuis ces 4 dernières années, les mentalités ont quand même vachement évolué au sujet du cannabis, Ok. notamment sur l'aspect thérapeutique qu'on peut en avoir. Et par exemple, je prends l'exemple de mes parents, de mes grands-parents ou des personnes plus âgées qui m'entourent. Mhm. C'était des personnes qui étaient hyper fermées à ça il y a encore une dizaine d'années. Et maintenant, on peut en parler totalement ouvertement. Ils ont conscience des notions thérapeutiques. Ils savent quel genre d'essai ça peut faire. Et ils arrêtent de se baser sur ce que peuvent balancer les médias ce mec a tué des gens, forcément il consomme du cannabis, tu vois. Ouais. Bah là, c'est Pascal Pro, là, il doit être trop content. Demain matin, il va lui dire, mais jusqu'à quand on va autoriser cette délinquance? Jusqu'à quand on va autoriser ces drogués à vivre dans notre société? Exactement. C'est insupportable. Mhm. Ah ouais, c'est sûr, c'est insupportable. Et c'est pour ça que moi je dis qu'on a une espèce d'apartheid où on est vraiment stigmatisé, où on est dans un cliché. Moi, quand je dis que je travaille dans du cannabis, franchement, les gens sont persuadés que je dois travailler peut-être 2 heures dans la journée et le reste, je me branle. Alors que frère, tu vois, la journée que je viens de passer aujourd'hui, je peux te jurer que quand je travaillais dans les jardins, quand je travaillais même dans les chantiers, franchement, c'était tout autant physique, hein. Là, tu vois, genre là, ce soir, après le podcast, gros, je sais même pas si je vais me rappeler d'avoir posé la tête sur l'oreiller, quoi. C'est clair. Après, c'est pas les plus passionnés qui se font le plus de thunes dans l'univers du cannabis, hein, ça c'est clair. Ah, bah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais Non, parce qu'ils ont une éthique. c'est un autre sujet. Du coup, moi, j'aimerais bien Exactement. savoir comment tu fais, parce que tu me dis que tu as une boutique de CBD, c'est ça, si j'ai bien compris?
Ouais, tout à fait. Ouais, je suis bud tender et je fais de la sommellerie en cannabis Ouais. pour des firmes de CBD. Bah, tu vois, t'es au bon endroit. T'es bud tender, un bud tender dans le podcast Bud Tender. Putain, C'est incroyable. ça. C'est donc ça le multiverse. Ok, et du coup, toi, tous les jours, on va dire, le matin, tu te lèves quand tu vas à la boutique, opération dédiabolisation. Comment tu fais pour parler de politiquement correct du cannabis pour faire changer d'avis? Quel est ton angle d'attaque, voilà, pour faire changer d'avis des personnes réfractaires? Alors, déjà, commencer par dédiaboliser le produit en disant que voilà, c'est pas une drogue. La plante en tant que telle, c'est du chanvre. Le cannabis, c'est la racine latine. Mhm, Et le chanvre, tout le monde connaît. mhm, Il y a des graines de chanvre, de l'huile de chanvre, tout ça. Et ensuite, leur expliquer que dans cette plante, il y a plus de 120 molécules actives qui ont toutes des effets différents. Alors certes, le THC, c'est celle dont on entend le plus parler, qui a un côté très euphorisant, mais on a plein de plantes de chanvre qui vont être extrêmement faibles, voire quasi nulles dans cette molécule, et qui peuvent offrir plein d'autres effets. Donc que ce soit, par exemple, essayer de gérer de l'anxiété, gérer des problèmes de sommeil, qui est une des plus grosses demandes clairement qu'on a en boutique. ok. Et voilà, c'est attaqué sous l'angle, ouais, casser l'image de drogue que ça peut avoir et partir sur le côté thérapeutique. Ça, c'est une grosse approche. Ouais, parce que Après, excuse-moi de te couper, parce que ouais. t'as dit quelque chose qui est assez intéressant, et j'aimerais que tu développes un peu plus. Tu dis que les gens, quand ils viennent te voir, c'est principalement pour résoudre des problèmes, on va dire, entre guillemets, du quotidien, auxquels les gens n'ont pas spécialement envie de prendre un médicament lourd qui pourrait avoir plus de dommages que de bénéfices. Par exemple, des personnes qui ont envie de dormir au lieu de prendre un somnifère auquel tout le monde sait que c'est dégueulasse, ça fait mal au corps, ça te baise le foie, ça te baise les reins et tout. Exactement. Tu te fumes un petit joint, hop, t'es détendu, tu vas au lit, quoi. C'est ça, tout à fait. Ouais. Ok. Est-ce que tu as affaire beaucoup à des jeunes, ou est-ce que justement tu vois un peu tous ces mecs de 50, 60, 70, même peut-être 80 ans, qui, entre guillemets, découvrent le chanvre? C'est très facile. La moyenne d'âge, généralement, elle va être d'à peu près 60 ans. En gros, on a deux grands publics. Ok. On va avoir un public très âgé, qui va être plutôt à 70-80 balais, qui ont des gros problèmes physiques, articulaires, problèmes de morale, des choses comme ça. Et on va avoir tout un public de, en gros, entre trentenaires et cinquantenaires qui étaient des anciens consommateurs de THC et qui en ont marre de s'éclater la tronche avec du 30% de GHC et 1% de CBD, Ouais. et qui est beaucoup trop fort pour eux. Du coup, ils cherchent toujours le plaisir de consommer, mais sans les effets puff, quoi. Cool. Et par contre, des jeunes, on en a très peu. Mais ça, c'est pour la bonne et simple raison que les fleurs sont hors de prix, elles sont plus chères qu'au marché noir, et enfin voilà, quitte à se faire niquer sur des contrôles salivaires, autant consommer au marché noir des trucs un peu moins chers et qui font de l'effet, quoi. Ok, bah c'est cool. Et du coup, toi, tu ressens un peu cette stigmatisation, un peu comme Vary nous disait, tout ça, quand tu dis, par exemple, tu travailles dans le CBD, dans le cannabis, ou des choses que tu peux voir un peu dans la rue. Alors, ça, c'était un truc très présent quand j'ai commencé à bosser dans le milieu, il y a à peu près 3-4 ans, là. Ouais. C'était vachement le cas. On était encore vachement sur la vision, voilà, apportée par les années 70 de la drogue, c'est le mal incarné, forcément, ça vous fait devenir fou et violent. Mhm. Et en fait, ça s'est cassé petit à petit à force de voir popper des boutiques de CBD, à force que tout le monde en parle autour de soi, parce qu'il y a plein de personnes qui prennent de l'huile de CBD ou de CBG ou de CBN pour dormir. Et enfin, il y a plein de produits dérivés, il y a des baumes, des choses comme ça qui n'ont pas du tout l'image du fumeur de joint. Ouais. Et en fait, ces produits-là se sont répandus. Il y a des gens que ça a énormément aidé, que ce soit pour remplacer des médocs ou pour les aider à gérer des soucis quotidiens. Et forcé de reconnaître que ça faisait de l'effet, et du coup, ils en parlent autour de soi, et du coup, petit à petit, les pièces se sont mises en place, et à l'heure d'aujourd'hui, c'est vachement moins le cas. Moi, c'est extrêmement, extrêmement rare que je vois quelqu'un qui rentre en boutique et qui sait pas ce que c'est et qui a encore cette image de drogue, quoi. Carrément. Bah, il y a un commentaire de Tony, justement, qui dit que pour lui aussi, le problème, c'est des politiciens qui ont cette vision réfractaire. Voilà, quoi. Lui, il dit que c'est des cons, mais je le rejoins tout à fait. Ouais, on est d'accord.
Après, ouais, c'est en partie vrai, mais c'est aussi parce ils ont un énorme manque de connaissances sur le sujet et ils vont pas essayer de les chercher non plus. Et du coup, pour eux, ils n'ont pas d'électorat à gagner dans leur façon de voir les choses en gérant la question du cannabis. C'est pour ça qu'ils restent sur le côté, voilà, on va envoyer des flics, on va tout casser, on va péter les réseaux comme on a eu il y a quelques mois. Ouais, c'est sûr. Mais justement, ce qu'il dit, il y a Soum qui vient de laisser un message dessus en disant que on était assez hypocrite et que en France justement et qu'on était les vieux cons conservateurs avaient un poids assez lourd dans la société. Et c'est vrai que malheureusement, c'est eux qui votent, c'est eux qui font tout ça, donc c'est vrai qu'ils ont un poids lourd et qu'aujourd'hui, comme le mouvement du cannabis n'a aucune structure, il y a personne qui parle, on va dire, au nom d'une communauté stigmatisée, tu vois. C'est vrai que c'est très compliqué, quoi. ouais, complètement d'accord. Après, force est d'observer qu'il y a des médias, par exemple, comme Canaille Kikit, qui commencent à se mettre en place et qui commencent à fédérer les gens et essayer de faire bouger les choses. Et de plus en plus, il y a des mini-réseaux qui se montent, que ce soit par les producteurs de CBD, la FPC, des choses comme ça, Normal, par exemple. Et enfin voilà, qui ont tous leur vision différente, mais force est de reconnaître que les gens qui sont motivés essayent de construire des choses, quoi, pour faire bouger les limites. Ouais, alors là, franchement... Vas-y, je vais tirer un peu à balles réelles, je m'en fous. Très mauvais exemple. Vas-y, let's go. Il y a personne qui est parfait et il y en a qui sont pas ouf dans ce que j'ai dit, mais... Non, mais tu vois, par exemple, regarde, moi là, ça va faire 7-8 mois que j'ai le projet de la fédération. Donc du coup, en fait, le projet de fédération, c'est comme dit, de fédérer. Et du coup, le but, c'est de récupérer ces associations et de les intégrer à une fédération. Ça veut pas dire que les associations n'existent plus. Au contraire, elles sont là en tant qu'identité associative dans une fédération. Par exemple, la Fédération française de foot a énormément d'associations qui sont reliées à la Fédération française de foot, tu vois. Et en fait, moi, j'ai essayé de faire le tour des associations et malheureusement, qu'est-ce que je me suis rendu compte ? Mais bon, pas tout seul, parce que on m'avait beaucoup briefé en amont en me disant, tu vas voir, ça va être très compliqué, tu vas tomber sur des gens qui sont pas très, on va dire, pas très soucieux de l'avenir du cannabis et qui sont plus là pour, entre guillemets, avoir un carnet d'adresses et être présents dans une pseudo-industrie où ils ont l'impression de pouvoir changer quelque chose. Aujourd'hui, moi, j'ai fait un dossier, j'ai contacté à peu près toutes les associations qu'il y avait en France. Il y en a aucune qui m'a répondu positivement en me disant ouais, c'est cool le projet, bah viens, on va essayer de développer les choses ensemble, parce qu'en plus moi mon idée de fédération, elle est basée sur un peu le système du RIC de Étienne Chouard, tu vois, avec une assemblée constituante et une assemblée représentative de l'industrie, tu vois, pour vraiment qu'on ait une vision globale des choses, tu vois. Et malheureusement, les seules réponses que j'ai eues, c'est en gros, bah, une fois que t'as fait tout le travail, une fois que ça marche, préviens-nous, on arrivera et on mettra en place des choses, tu vois. Et moi, je leur disais, ben non, les gars, le but, c'est que je vienne vous voir dès le début pour qu'on mette en place les choses, qu'on mette les bases et tout, et puis qu'on avance ensemble, tu vois. Et ben, par exemple, Normal, franchement, c'est des gens qui ont, je pense, un très bon cœur, je pense que c'est des gens très bien, mais malheureusement, ils servent à vraiment pas grand-chose, quoi, tu vois, et c'est pas en les jugeant et en étant méchant contre eux, c'est juste qu'aujourd'hui, moi je leur ai dit, aujourd'hui, vous avez quasiment pas de communication, le Normal, c'est une association les plus prestigieuses, et il n'y a aucun consommateur et aucun producteur qui ne comprend l'intérêt de prendre une adhésion à cette association. Pourquoi ? Parce que concrètement, à part faire une soirée dans l'année où ils invitent tout le monde à un endroit et où ils amènent des concerts et tout ça, on comprend pas bien leur champ d'action, on comprend pas bien ce qu'ils font, il y a aucune transparence, on ne sait pas quels actes ils font, parce que peut-être qu'ils font des trucs très bien, tu vois, mais le problème c'est qu'ils communiquent pas dessus, tu vois. Et après, si tu veux parler de la FPC, UPCBD et tout ça et tout,
aujourd'hui, le problème de ces associations, c'est qu'elles ont un ego surdimensionnel, tu vois. Elles ont un ego tellement gros que, en fait, elles sont persuadées que c'est eux qui sont à la base du changement, alors qu'en fait, je vais être très clair avec eux, ce sont des associations qui sont là pour leurs propres intérêts. J'aurais même envie de te dire que les personnes qui sont à la tête de ces associations, ils ont tous des entreprises et ils sont là pour développer un carnet d'adresses, et donc c'est quelque part un peu un conflit d'intérêts. C'est même presque illégal ce qu'ils font, tu vois, dans ces styles d'associations. Et du coup, vraiment, ça empêche d'avoir ce côté un peu utopiste où les gars, venez, le but, c'est pas d'être... Je leur ai dit, le but, les gars, ce n'est pas d'être copains. Le but, ce n'est pas de partir en vacances ensemble, de se faire des bouffes le dimanche. Je dis, le but, c'est qu'on ait une vision commune, un objet commun, et voilà, et qu'on parte pour une légalisation, tu vois. Et j'ai eu des réponses en mode ah non, mais surtout pas. Nous, déjà, si on arrive à avoir 1%, on est content, tu vois. J'étais là, mais gars, mais moi, 1%, je m'en bats les couilles. Moi, ce que je veux, c'est daber de la wax, tu vois, grave. Moi, ce que je veux, c'est du H-rosine. Ce que je veux, c'est faire de la sélection sur des trucs qui me parlent. Voilà, pour moi, le 1%, c'est, tu vois, t'es en warning sur le bord de l'autoroute et tu pries pour qu'il y ait une station essence qui arrive dans pas longtemps, quoi, tu vois. Ouais, complètement. Donc voilà, donc moi je trouve que malheureusement aujourd'hui, c'est pour ça que je disais au début un peu ça, on n'a aucune structure aujourd'hui, c'est quelque chose que je dis beaucoup dans les lives. Aujourd'hui, si on était une association, on serait dans les 7 à 4 premières associations. C'est-à-dire qu'on serait largement devant, par exemple, les chasseurs, les chasseurs, il y a à peu près entre 350 et 400 accidents de chasse, donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui se mange une balle par an, et ils ont un lobby tellement puissant, ils ont quelque chose de tellement fort qu'il y a personne qui va en prison, il y a quelques petites amendes et tout. Et je vous rappelle que la chasse, c'est quand même des gens qui prennent des armes avec des balles, et souvent, la plupart du temps, ils sont raides bourrés à 10h30, et ils sont dans la forêt où toi, tu pourrais te balader avec ton yinche et te manger une bastos. C'est un fait divers qui arrive quasiment tous les ans, quoi, tu vois. Et nous... Qui arrive quasiment tous les mois, ouais. Ouais, et nous, on est juste là à demander de pouvoir fumer une plante naturelle que l'homme n'arrive pas à éradiquer, quoi, tu vois. Tellement elle est endémique et tellement elle est en symbiose avec la nature, on n'arrive pas à la faire disparaître. Il y a des gouvernements qui ont essayé et ils ont eu des problèmes, comme dirait l'autre, tu vois. Donc voilà, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à faire comprendre à cette communauté française que le but... ce n'est pas d'être copain-copain. Le but, c'est de marcher tous ensemble dans une direction commune, qui est la légalisation. Parce que je pense que tout le monde a envie de pouvoir fumer une mèche. Je pense que même deux personnes qui se détestent, tu leur dis, les gars, la légalisation, vous pouvez en parler ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord sur ce point-là, même si sur d'autres points, on a des avis totalement différents, quoi. Ouais, complètement. Et comme tu disais, on demande juste à pouvoir consommer une plante qui pousse naturellement dans la nature, et ça fait plus de 28 millions d'années qu'on évolue avec cette plante, et qu'elle est normale pour nous. On a tous un système endocannabinoïde, tous les mammifères ont un putain de système endocannabinoïde, et même des bactéries en ont, quoi. Enfin, il y a un moment... c'est normal qu'on évolue avec cette plante, et ça fait juste 60 ans qu'on l'a interdite, et qu'on a tabassé l'image de la drogue, c'est mal. Et on n'arrive pas à en sortir. Après, comme je disais, les mentalités changent, et c'est en train de se bouger. Il y a de plus en plus de personnes qui, voilà, même si chaque asso a un peu sa tête dans le guidon et gère un peu ses trucs dans son coin, il y a des personnes comme toi qui rassemblent de plus en plus de personnes solo. Des personnes qui sont motivées, qui n'avaient pas de visibilité à l'avant, et qui maintenant peuvent se retrouver dans des podcasts et donner leur point de vue, échanger, et ça permet de faire bouger les choses, de fédérer les gens, mais un peu que façon fourmi, quoi. On est en train de construire notre nid, et c'est parti. Moi, je sais que si on fait rien, la légalisation, elle est dans une bonne dizaine, voire une quinzaine d'années. Donc, théoriquement, il va pas se passer grand-chose. Donc, on a 10-15 ans pour aller chercher les personnes une à une, et puis si les gens... Moi, c'est ce que je dis toujours, hein, si les gars, vous n'êtes pas capables d'investir 4 € par mois pour une association, pour un média comme le nôtre ou autre chose, alors que vous fumez tous les jours et que vous êtes prêts vous risquez la prison, vous risquez plein de choses, de perdre des appartements, de perdre du travail, des fois même de perdre sa famille, parce que quand t'as un mec qui se fait péter, on lui retire son permis, puis après il perd son taf, souvent quand il rentre chez lui, sa femme elle fait la gueule, donc déjà si c'est un peu tendu, il y a moyen qu'elle se tire.
tu vois, il y a des mecs, je suis sûr, en France, ils sont tombés dans les abysses et dans l'enfer à cause de ça. Alors que ils étaient pas plus dangereux que Monique qui a pris son prednisolone ou son truc antidépresseur et qui a pris la route, tu vois. Ouais, de ouf. Et ça, c'est vraiment fou. Et j'espère qu'on arrivera à changer les mentalités, comme tu disais. Si ça doit passer dans un premier temps avec des boutiques de CBD, des huiles, nanani, nanana, pour casser les préjudices et pouvoir ouvrir doucement la fenêtre de l'opportunité, vamos, hein. Vamos. Exactement. Ouais. Après, voilà, dans le marché du CBD, effectivement, même si ça permet de faire changer énormément les mentalités depuis un moment, en ce moment, on est confronté aussi au problème il y a plein de qualités de merde, de gens qui essayent juste de se faire de la maille et sans penser aux consommateurs qui sont derrière et aux effets que ça peut avoir. Plein de produits qui sont faits à base d'isola, qui n'ont aucun effet, ou des fleurs de merde éclatées au PGR qu'on a dans nos étagères, quoi. Et ça, faut le changer. Et ça passe aussi par ton boulot, par celui de Pinnacle Solutions. Voilà, c'est qui celui-là, de gens qui cultivent avec passion, qui produisent du chanvre à parfum. Et moi, je crois très très fort dans le chanvre à parfum, par exemple. Ah ouais, chanvre à parfum, pour moi, c'est vraiment un game changer, quelque chose qui est enfin agréable pour les consommateurs, quoi, tu vois. Exactement. Et pouvoir consommer avec un vrai effet d'entourage, un truc vraiment sérieux, mais sans le côté enivrant du THC. Ouais, mais Pinnacle Solution, il est mauvais. Pardon. Je dis Pinacle, Jola, le Rasta blond, il est mauvais. C'est pour ça on l'invite. C'est pour ça on l'invite toujours dans Canaille Kikid, c'est pour montrer ce qu'il faut pas faire en sol vivant. Je rigole, on lui fait une grosse bise, on pense à lui là, qui est dans son champ là, en train de planter du chanvre à parfum justement. Ok, c'est cool. Et du coup, t'avais un petit message que tu voulais passer, Mr. Hayes Ventura? Écoute, si je devais dire un truc, c'est continuer de gros, les gars, et puis le mouvement est en marche, il faut juste se bouger le cul et y croire, surtout y croire. Ouais, c'est clair. Et puis surtout, moi ce que je dis, c'est vraiment, faut pas avoir peur de rentrer dans des choses où des fois, on n'est pas forcément 100% d'accord avec ce que disent les choses, tu vois. Je dis pas que, par exemple, d'ailleurs, j'ai taclé un peu les associations, mais ça ne veut pas dire que les gens ne doivent pas adhérer à ces associations, au contraire. Exactement, ça fait partie du mouvement. C'est ça, et puis même les gens les adhérents, sont là aussi pour faire évoluer les associations, et puis il y en a tellement aujourd'hui que si t'es pas d'accord avec celle-là, tu vas voir une autre à côté, quoi, tu vois. Exactement. Ok. Et ouais, c'est sûr, il y a Tony qui dit que le chanvre à parfum c'est bon et tout, il y a du goût, il y a de l'odeur, mais il manque juste de la défense. Ouais, mais ça c'est parce qu'il n'y a pas de THC, et il y a quand même l'effet d'entourage, il y a quand même les terpènes qui sont un peu enivrantes, un peu hypnotiques dans le chanvre à parfum, et t'as quand même de l'effet, quoi. Enfin, moi je sais que t'as un effet qui est quand même assez lourd, qui est quand même assez... où ça t'anesthésie, où t'as quand même vraiment envie de dormir, quoi. Ah ouais, en fonction de l'effet d'entourage, effectivement, tu peux te taper, tu peux vraiment être fonce-dé ou aille avec du chanvre à parfum, mais sans le côté barre, modification de perception et tout ça. Écoute, je te remercie, Hayes, ça fait plaisir de t'avoir, avec grand plaisir, d'entendre ta voix dans ce podcast, parce qu'on a fait quelques salons ensemble, mais c'était en privé et rien d'enregistré. Là, c'est la première fois que tu viens sur le podcast, et je t'en remercie, frérot. Avec grand plaisir, mec. Ok, cool. On passe à quelqu'un d'autre. Quelqu'un a envie de dire quelque chose? Redox, je te sens chaud là. Ouais, non, mais par rapport à quand même envie de vivre 20 ans, c'est pas 30 ans de répression quand même, tu vois. On a tendance un peu à oublier tout ça, parce qu'aujourd'hui il y a le CBD qui arrive, et il y a plein de choses comme ça. Alors ça nous fait peut-être oublier ce qui s'est passé auparavant. Mais moi j'oublie pas trop, parce que justement moi j'ai vécu cette répression-là. T'as le glaive vengeur et le bras séculier, comme disait l'autre. Ouais, j'ai fait un petit anniversaire, presque deux anniversaires derrière les barreaux à cause de cette plante. Et voilà, parce que et donc tout ça c'est quand même très grave. Moi je l'oublie pas. Tu vois, je peux pas oublier ça, c'est pas possible. Donc toi, quand je parlais d'apartheid, quand je parlais de stigmatisation, toi, tu aujourd'hui, quand je dis ça, t'as pas l'impression que j'exagère, quoi.
Ah ben, ça va pas la tête. Mais au contraire, était même gentil. Voilà, moi j'ai vu là-dessous des choses, parce qu'on voit pas très bien ce qui se passe de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire en prison, voilà, tout ça. Ça se passe, la loi, la justice, toute cette variance qu'il y a, ouais, parce que le juge il est pas bien, parce que qu'est-ce qui s'est passé la veille, bon, voilà, des choses vraiment, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Moi j'ai vu des mecs se faire attraper avec 2 kilos de shit sur leur scooter, prendre 1 an de prison, moi ils trouvent pas 1 gramme et je prends 18 mois. Est-ce que tu comprends quelque chose? Non, il y a rien à comprendre, il y a rien à bon, je veux dire, c'était comment on peut dire ça? Je vais pas dire du délit de faciès parce que c'est pas vrai, parce que je suis blanc et que même les mecs là-bas autour le comprenaient pas. Quand ils ont lu mon PV, quand ils ont lu mon truc, ils ont dit oh là là, ça y est, la justice est en train de faire n'importe quoi. Même eux en avaient conscience. T'as même pas eu le droit du privilège. Les mecs comme moi arriver là-bas, ils se sont dit non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça y est, il faut rentrer n'importe qui. Donc ouais, à un moment donné la France c'était ça, faut pas oublier quand même. Hein. Okay. Donc ce côté répression, tout ça, il y a encore avec Darmanin, avec toutes ces choses, je veux dire ça va être compliqué quoi. Ça va être très très compliqué à faire changer. Je sais pas comment on va y arriver, mais je sais pas si d'ailleurs si ça va être nous qu'on va faire ça. Moi j'ai du mal à y croire. Après oui, moi je veux que les gens deviennent des acteurs. Voilà, donc qu'on se mette à faire des choses, ça c'est très important. J'encourage tous les gens, bien sûr, que ce soit dans le CBD ou dans n'importe quelle partie du cannabis, quoi. Mais tout ça, moi c'est un monde qui m'intéresse beaucoup. Je veux mettre mes efforts là-dedans parce que je trouve ça important. C'est une plante que j'aime. Voilà, moi je suis passionné par ça, quoi. Donc et c'est sûr qu'on est mal vu en France. Il y a tout un tas de trucs. Moi, je me suis fait à ça. Voilà, moi, je m'y suis fait. De toute façon, t'as pas le choix. Moi, quand j'ai été au tribunal pour ça, moi, j'ai dit que je fumais, que je continuerai à fumer et que c'est pas ça qui allait m'arrêter. Donc, moi, ils le savent. Les flics, je veux dire, moi, tout le monde est au courant que je fume et que je n'arrêterai pas. Et si ça les amuse de me mettre en tôle, ben, faites-le. Si vous pensez que c'est bien, faites-le. Voilà, moi, je continuerai à fumer, quoi. Donc, moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut réagir. Faut surtout pas se laisser faire par rapport à ça. On n'est pas des voyous, on fait du mal à personne, on vole personne. Je sais pas, voilà. Comme tu disais, cette plante, voilà, et c'est pas que. Alors pourquoi elle a pas disparu, les gars? Encore une fois, c'est pas que c'est la plante qui a poussé toute seule et qu'on peut rien y faire. Non, c'est l'homme qui a fait en sorte qu'elle soit toujours là, voyons. Ah oui, bien sûr. Rien d'autre. Donc voilà, donc on l'aime cette plante. On l'aime, et il y a plus de gens qui l'aiment qui la détestent seulement. Et moi j'ai une petite question pour toi parce que moi j'ai jamais fait de prison, tu vois, par exemple. On a l'image dans prison que le shit c'est facile à, on va dire entre guillemets, plutôt facile à trouver, que tu peux quand même fumer ton petit pilon dans ta cellule et tout ça. Est-ce que toi c'était ton cas ou t'étais vraiment en lerguel, quoi? Je suis arrivé pendant 15 jours, mec, j'ai pas fumé un stick. Okay. Donc, c'est-à-dire que pendant 15 jours, je faisais des bons partout, quoi. Après, oui, je me suis démerdé. Étant moi un démerdard, je me suis démerdé, quoi. Donc, mais je comprends que c'est pas tout le monde, d'accord? Il y a quand même de la violence, il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles voilà, vu que je suis pas quelqu'un qui me laisse faire, j'ai pas eu de problème. J'ai eu des problèmes une fois ou deux, ça a duré. Pardon? Green. Ouais. Excuse-moi de t'avoir coupé, poteau. Le poteau, je vais juste te dire, non, au placard, il y a plus de pilons que dans le plus gros four faut pas déconner non plus, gros. Non, après, mais moi, oui. Je te le dis. Non, il y a du shit qui circule, mais tu peux pas rentrer des kilos en prison, quand même. Voilà. Mais qu'est-ce que tu me dis? Je te dis, tous les jours en prison, il y a plus de drogue qui rentre que dans le plus gros four de France. Ça, c'est véridique, je te le dis. Non, tous les jours, ça rentre au moins, je sais pas, 20-30 kilos au minimum. Je te dis, c'est bon. Ça après, oui, sur la masse, parce qu'à 16, par exemple, on était. Mais non, parce que si la drogue, elle rentre tellement facilement, tout le monde consomme, c'est un truc de ouf. Tu vas au parloir, tout le monde a sa conce, tout le monde rentre dans sa cellule avec son 10 grammes minimum, tu multiplies ça par le nombre de détenus, je te dis, c'est un délire, mais après ça c'est tant mieux. Mais t'oublies quand même pas mal de choses. Après de dire ça comme ça aussi simplement, oui, je veux, mais non. Mais c'est pas ça la réalité. Ouais. La réalité, c'est que si tu te fais attraper au parloir avec un bout de bédo, ta femme, ta famille, ceux qui sont venus, ils vont en garde à vue. D'accord? Ça, c'est la réalité. Donc non, c'est pas vrai. Moi, j'ai vu des choses qui sont passées. J'ai vu des prendre 6 mois de prison alors qu'ils étaient déjà en tôle parce qu'ils ont fait passer des trucs. Non. Je peux pas te laisser dire non plus n'importe quoi. On n'est pas là pour dire... Non, mais là, je sais pas pourquoi tu me cites.
Je sais pas pourquoi tu t'excites, moi je dis juste un Non, truc qui est véridique. Après, c'est pas, mais c'est mais juste en que prison, tu t'en bats les couilles. c'est compliqué que ça. Non, 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 Moi, je non. te dis, tu T'en prends t'en pas bats les les couilles. couilles. Tu veux ta conf, toi-même, là, t'es deux spies. Je sais même pas si t'as fumé ta tige avant de venir sur le podcast. Mais toi-même, si tu vas au placard, t'auras tellement besoin de ta dose, tu vas dire à ta mère de te ramener du pilon, frère. Et tout le monde le Non, fait. non. C'est comme Non, ça. non, non. Toi, tu le fais peut-être, Vas-y. mais pas tout le monde est comme ça. Tu généralises. Ouais, c'est dommage. Non, 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 mais non, tu vois. Ah, c'était Non, light. pas du tout, non, pas du tout. Je vais pas demander à ma mère. Moi, je voulais juste Moi, dire, justement, moi, je voulais juste dire, pour mon analyse à moi, je te dis juste, vu que la question c'était ça, au placard, tous les jours, il y a plus de pilons qui rentrent que dans n'importe quel four de France. Et ça, j'en suis sûr. Maintenant, tranquille, je veux pas rentrer dans les détails, tout ça, mais oh, non, moi, je Mais- fais que de partager franchement- mon expérience. Après, tu fais ce que Franchement, tu veux avec. Ouais, ouais. Ouais, mais- mais- c'est ce que tu dis. Bien entendu, il y a de la drogue qui rentre en prison. Bien entendu, il y a des gens qui font mais c'est rentrer tant mieux, c'est plus tant ou moins mieux. de drogue. Oui. Mais tu peux pas Et dire que heureusement. en prison, il y a plus de drogue que dehors Non. et que genre tout le monde, que Mais dedans si, c'est la mon fête. gars, moi, je peux te le dire. C'est ça que je te dis. Attends 2 secondes. C'est toi qui t'es arrêté, là, tu vois. Les gars, essayez de respecter les développements des uns et des autres parce que et sinon après ça, on comprend pas bien ce que Ah ouais. vous voulez dire, tu vois. Bah, en tout cas, moi, je voulais juste dire ça, tout ça. Ouais. Après, moi, je continue à vous écouter, les mecs. Non mais t'inquiète, Vari. De toute façon, nous on est là juste pour échanger entre nous. Bah peut-être que là vous n'êtes pas tombé d'accord sur la philosophie ou peut-être que quand Vari il a exprimé quelque chose, ça n'a pas été bien réceptionné par les autres ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est vrai que on a cette réputation en prison, il y a énormément de consommateurs et de petits trafics en tout genre, tu vois. Et du coup, voilà, c'était juste vu que t'étais là et que tu as commencé à parler de cette expérience Ouais. tragique, parce que c'est une expérience tragique hein, quand on enferme. Ah oui, je sais oui. pas si on se rend compte, hein, mais t'as perdu 18 mois de ta vie parce Ouais, que t'as plus ça, consommé même. une plante, Oui, parce oui, que t'as oui, consommé c'était très une dur. plante, quoi. J'étais jeune, moi j'avais 19 ans, 18-19 ans, donc ouais. Franchement, ouais, ça aurait pu détruire ta vie, hein. Ça aurait largement. Imagine que tu rencontres une mauvaise personne en prison, frère. Ah non, ta mais vie, bien sûr, elle peut partir en couille juste parce qu'il y a un connard qui t'a dit, vas-y, on va le mettre avec des violeurs, des braqueurs, des pédophiles et tout ça. Alors que, frère, t'étais juste là à Ouais, consommer tout à une fait. plante qu'on Tout à fait, consomme tout à fait. depuis le début de l'humanité, quoi. Il y a un moment, faut que le délire cesse, quoi. Cesse. Voilà. Ah, Bon, ah, moi, ils servent de ça. voilà, moi, ce Ils que je- servent de ça, c'est malheureux, mais j'ai vu ça, quoi. Ouais, C'est bah- malheureux, mais j'ai vu ça quand même. En tout cas, merci Redox pour ton témoignage et le fait de t'être ouvert sur quelque chose de très sensible comme cela. Voilà, on va passer à un autre sujet parce que dans le chat, j'ai vu une question de Green Iceland, je crois. Sur les breeders, voilà. Salut. Si je dis par exemple, je crée un. Ah non, c'est pas celle-là. Juste au-dessus, je crois. Quelle est votre définition de l'éthique dans le cannabis? Ouais, Vous pouvez mais prendre un breeder, par exemple. C'est ça que tu voulais parler, non? ouais, c'est ça. Je- C'est ça, les gars, ouais. Je la retrouve pas. Du coup, bah tiens, tu peux nous dire quelle était ta question parce que franchement là, je sais pas si ça y est, je suis trop défoncé. En gros, c'est votre vision de l'éthique dans le cannabis. Pour vous, c'est quoi un cannabis moral? Moral. Moral. Bah moi déjà, Ou un breeder? moi Le déjà, Un monde breeder, cannabis. c'est moral. moi déjà pour moi une question morale, c'est-à-dire que tu dois respecter ton environnement et tu dois essayer de faire en sorte que même si tu consommes t'es en indoor, tu consommes de l'électricité, t'as des matières premières et tout ça et tout, pour moi d'un point de vue éthique, c'est de limiter son impact sur l'environnement, c'est-à-dire que si toutes les semaines t'es là à rejeter des systèmes hydroponiques avec des centaines de litres, voire des milliers de litres remplis de sels minéraux avec des perturbateurs qui perturbent les forêts et tout ça et tout, là pour moi on n'est pas bon quoi, tu vois, on n'est pas bon du tout. Voilà, après il y a aucune solution parfaite, même tu vois dans du living soil, bah tu utilises des tourbières, les tourbières c'est pas forcément ultra éthique, c'est pas forcément tout ça, le guano c'est à peu près pareil. Du coup en fait, je pense qu'il y a rien qui est 100% moral, tout parfait, ou alors c'est vraiment tu plantes ta plante dans le jardin et t'essayes de l'arroser avec de l'eau de pluie quoi que tu récupères. Mais sinon c'est quand même assez compliqué. Et pour dans ta question, c'est les breeders éthiques et tout. Pour moi, un breeder éthique, c'est quelqu'un qui prend du temps. C'est quelqu'un qui prend du temps pour créer ses développements,
qui, quand il vend des graines, il sait ce qu'il fait, il est pas là à la découverte en se disant, bah, quand j'aurai des retours, je vais savoir qu'est-ce que c'est, parce qu'il y a quand même énormément de gars, je vais pas donner de nom, mais j'ai failli faire une blague et donner un nom, mais voilà, en vrai pour moi c'est ça, tu vois, essayer de, quand t'es un breeder, bah développer des génétiques, tu peux aller chercher des clonélites, mais pour moi les clonélites c'est pas une fin en soi, c'est juste une marque de bon, bah on a des connexions à droite à gauche, on arrive à avoir des bases, des classiques pour développer des choses, tu vois. Et je pense que quelqu'un qui fait que du clonélite, bah c'est pas bon. Et quelqu'un qui fait que de la recherche personnelle, c'est bien, mais c'est un risque parce que les gens vont avoir peu confiance en ton travail, à part s'il y a un rappeur qui te dédicace dans 15 chansons et que peut-être tu gagnes des cups, que tu gagnes des cups trichés et tout ça et tout. Là, peut-être, mais voilà. Pour moi, c'est un peu ça l'éthique. Et s'il y en a dans le chat qui veulent rajouter une vision à cela, ça me ferait plaisir d'arrêter de parler. Je pense que... Non, merci de ta réponse. Ouais, C'est Perma. intéressant. Je pense qu'au niveau éthique, on peut difficilement aussi éviter de parler de quelles sont les motivations premières, c'est-à-dire est-ce que tu fais ça par la passion ou par l'argent, tu vois, parce que ça reste quand même déjà quelque chose qui va tellement orienter la façon dont tu travailles. Je pense que, et donc l'éthique, tu vois, si je devais rajouter quelque chose à ce que tu as dit, que je valide complètement, je rajouterais, voilà quoi, essayer de ne faire ça d'abord dans le sens de la passion avant de le faire dans le sens de l'argent, histoire de garder toujours l'objectif de la qualité et un bon esprit, ce qui n'empêche pas derrière de construire un business et de faire de l'argent de ça. Mais ne pas être drivé par l'argent d'abord, quoi. Si c'est clair. Ah oui, c'est sûr. C'est d'abord marcher par passion. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas un moment, tu peux avoir un petit côté capitaliste où tu te dis, bon, bah, je travaille pas pour rien, il y a un moment, il faut que... Puis c'est pas que de travailler, c'est aussi prendre des risques, hein. Faut pas l'oublier dans ce secteur-là. Moi, aujourd'hui, quand je fais le podcast, quand t'as un indie qui est derrière Kanawi, quand il y a un Greengrass qui fait du Nation of Camas, les gars, on prend des risques, quoi, tu vois, on est là, on est toujours dans une bonne dynamique à vouloir aider les gens, à répondre aux gens, mais c'est pas non plus anodin, parce que souvent les gens l'oublient, hein, mais faut pas oublier que c'est pas du tout anodin, le cannabis, quoi. Ça, c'est que les actions. C'est même si effectivement il y a une activité professionnelle qui est à côté, la part de militantisme en vous, on peut pas la retirer. C'est effectivement pour prendre ce genre de direction, avoir ce type de projet professionnel à l'heure actuelle et les mener de cette manière-là. C'est effectivement que vous avez pas que l'argent en ligne de mire, hein, sinon vous feriez autre chose. Ah oui, c'est sûr. Ça, l'argent avec Canaille qui quitte, les graines, les sols vivants, on en gagne quasiment pas. Nous, on vit uniquement grâce au club, quoi, tu vois, la vente de fleurs de club, avec la crème Gracia et tout ça, quoi. Sinon, le reste, c'est très compliqué, quoi. C'est très compliqué. En même temps, ce qui est bien, c'est que tu bâtis. Tu vois, tu bâtis et ça veut pas dire que dans 10 ans, la situation sera la même et que peut-être que dans 10 ans, les caméléons, ça sera une vache à lait, ça va rapporter des millions. Je te le souhaite, frérot. Inch'Allah, comme on dit en Bretagne. Non, mais ce sera mérité en plus, parce que voilà, tu vois, les valeurs au-delà de ça, les valeurs qu'on essaye on essaye de transmettre, voilà, sur le sol vivant, ces choses-là, tu vois, tout ça, ça peut, comment dire, c'est pour ça que, comment dire, qu'il faut y consacrer autant d'actions quand t'estimes que c'est bien et que ça peut faire du bien aux autres aussi. C'est ça, quoi, faut continuer, faut pas lâcher l'affaire. Et puis de la reconnaissance, il y en aura tout le temps. Dès qu'il y a des choses, comment dire, plaisantes, et ça, moi, je trouve que pour moi, c'est super important de faire de la publicité sur des choses comme ça, voilà, qui sont dans l'ombre et qui doivent en sortir de l'ombre, quoi, parce que ça existe depuis très longtemps, on le sait. Et si ça reste enfoui comme ça, aujourd'hui, encore une fois que c'est voulu, quoi. Il y a des choses qui luttent contre, quoi. Sans qu'on s'en aperçoive, c'est obligatoire de toute façon, sinon on n'aurait pas besoin, sinon c'est une communauté avec 30 000, 300 000 personnes. Bien sûr. Les gars, rien à voir, excusez-moi, mais est-ce que vous entendez ma chienne qui gueule dans le micro ou pas ? Non, parce que là j'ai ma chienne qui est au fond du jardin et elle gueule. Enfin bon, bref. Non mais merci en tout cas les gars, désolé de t'avoir coupé le Redox sur ça, sur l'éthique et tout. C'était cool d'avoir ton point
point de vue. Est-ce que Moi, c'est pour ça que là, ouais. Ouais. Est-ce qu'un indie ou un... Ah non, Mr. Grass, il est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de rajouter quelque chose là-dessus? Bah alors, passons à un autre sujet. Quelqu'un a envie de parler d'autre chose? Je viens de mettre éventuellement un petit truc dans le chat, parce que il y a un truc que je trouve qui est malheureusement pas assez défendu, et justement si on pouvait pour faire le lien avec les discussions que vous aviez par rapport aux associations tout à l'heure, Ouais. et les objectifs de celles-ci, donc faire un lien justement par rapport à la dépénalisation, la légalisation, et ce que moi je trouve le combat qui est, à mon sens, qu'on devrait tous porter, ce n'est pas la dépénalisation ni la légalisation, mais la déclassification du registre des drogues, Oui, en fait. c'est sûr. Mais quand tu légalises, quelque part, tu es obligé d'avoir cette déclassification de substances Non, psychotropes. pas forcément. Pas forcément. Mhm. Forcément, tu peux encadrer cette drogue. Ok. Et donc pour toi, si on enlève c'est le cannabis de ce tableau-là, qui est un tableau qui permet de classifier la dangerosité des drogues sur l'impact des sociétés, tu penses que toi, ça aurait quel impact justement? En fait, c'est déjà j'ai envie de dire, on pourrait partir d'un point de vue philosophique. Déjà, dès le départ, philosophiquement parlant, c'est rendre César à César. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une drogue, c'est une classification très arbitraire et avant tout, finalement, c'est politique. Il n'y a pas de réelle volonté, enfin il n'y a pas de réelle science derrière ça. Des trucs, tout agit sur le cerveau. La menthe poivrée, ça agit sur mon cerveau, ça me détend aussi. Mais on l'a pas mis dans les trucs psychotropes. Ouais. Et la camomille non plus. Et bref, le sucre non plus. Alors que j'invite n'importe qui à essayer de se passer de sucre pendant un mois C'est impossible. et de manger un morceau de sucre après. Non, mais Frère, c'est impossible. c'est pire que du crack Ah ouais, non, dans ton corps. moi, de ce que tu parles, j'ai essayé de le faire, tu vois, le sucre. C'est pas un mois, frère. Hein. Moi, déjà, en 15-16 heures, je commence à vriller. Mais tu sais que j'en deviens agressif, quoi, tu vois. C'est vraiment genre... le sucre, c'est un délire. C'est vraiment un délire. C'est à partir du moment où ton corps, il est en manque de sucre, moi, je sais que je suis fucked up, quoi, tu vois. Genre, j'ai des visions de tarte au citron, de bonbons, de trucs, de machin, tu sais. Je me mets en mode Requiem for a Dream, quoi, tu vois, pour un cachet de sucre. Carrément. Et donc c'est pour ça que cette classification et ce registre qui enchaîne tout derrière, Yes. c'est déjà complètement ubuesque comme postulat. Mettre cette plante, on pourrait dire mettre n'importe quelle plante dans ce registre, ça n'a pas de sens. Bon, donc et ensuite c'est à partir de là que tout est construit. À partir du moment où ça vient dans une drogue, il y a tout le discours qui vient derrière et qui est foireux. Or, en réalité, je veux dire, pour moi, il n'y a pas de raison que cette plante ait une autre classification que des tomates, que de la camomille, je vais reprendre l'exemple de la menthe ou du basilic ou n'importe quoi. C'est une plante aromatique, une plante médicinale comme des millions d'autres sur la planète. Et c'est pas à nous de dire ça c'est méchant, ça c'est pas bien, ça on n'a pas le droit. Ça n'a pas de sens. Déjà que l'humain se mette dans ce type de rôle et décide de jouer à Dieu et à dire ça, tu vois, les choses sur la planète sont maléfiques. Déjà, comme il y a un postulat qui est pas très bien. Et après, du coup, je te dis, cette histoire-là entraîne des répercussions dans la société. Vas-y. Mais moi, quand tu me parles de ça, ça fait très, tu sais, religieux, très dogmatique. Quand le prêtre, quand le pape a dit ça, on ne peut pas le remettre en question car il a la science infuse, il est en connexion directe avec le divin, tu vois. Moi, tout de suite, ça me fait un peu penser à ça, ce que tu dis, tu vois. Et j'en suis très vrai. Après, il y a quelque chose que Sino78 a dit et que je trouve très bien et que d'ailleurs d'autres personnes ont validé après dans le chat, c'est de faire attention aussi comment on communique et comment on parle des choses. Par exemple, appeler ça du shit, c'est pas forcément le meilleur terme. Ça a un côté un peu
quartier, cité, deal, zone grise, tu vois. Tandis que, par exemple, hashish ou d'autres trucs comme il met dedans, ça a beaucoup plus la classe. Attention, ce sont les mots de Chino que j'ai un peu plus développé. Ouais, mais en résine, tout cas, quoi. je suis en termes... Résine, tu vois, c'est mieux, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ça va être compliqué de changer ça, hein, le lexique et tout, tu vois, c'est... c'est sûr. Et ça en fait Le partie. marketing, avec les moyens, c'est pas très dur de faire adopter les nouveaux langages, les nouveaux mots. Genre, quand il y aura les moyens dans l'industrie, c'est quelque chose qui peut se faire vite. Mais par contre, on a une problématique de fond, c'est effectivement dans la vision, comment, déjà, je te dis qu'on arrive à accepter, même nous tous là, on a accepté que ce truc-là, quelque part, un truc mauvais, une drogue, que ça peut avoir des actions un petit peu mauvaises sur le cerveau et qu'il faut avoir du coup une approche particulière avec cette plante. La vérité, c'est quand même un peu plus nuancé et il y a on devrait avoir ce rapport soit avec vraiment toutes les plantes, parce qu'il y a plein de plantes qui peuvent nous causer des soucis et qui sont dans nos jardins et auxquels on ne prête pas attention, et il n'y a pas toute tu vois, tout cet imaginaire qui nous renvoie à des peurs et qui peut, au-delà de ça, renvoyer des gens en prison en France, comme le rappelait tout à l'heure Redox. C'est ça, c'est une hystérie collective, quoi, un peu, même, ce qu'on peut dire, quoi. C'est les gens, de toute façon, tu vois bien, dès qu'il y a quelqu'un qui voit une plante, moi, j'adore regarder la réaction des gens quand ils voient des plantes de cannabis dans un jardin, quoi. Tu vois, c'est tiré que ça ouvre les yeux. C'est vraiment pas anodin, quoi. Tu vois, c'est vraiment en mode les gens bégayent. D'un seul coup, ils ont limite envie de partir, tu vois, en mode putain, si les keufs ils arrivent, je suis comment, tu vois. C'est très vrai ce que tu dis, ça me fait marrer. Et du coup, voilà quoi, je dis effectivement, même nous qui sommes hautement favorables et passionnés, il y a une part en nous qui avons quand même accepté déjà un petit peu l'inacceptable, et je te dis, rien que cette histoire que cette plante figure au tableau au registre des drogues, c'est quelque chose sur lequel on devrait militer, et à partir de là, parce qu'en fait, tu vois, toutes leurs histoires après qu'on va essayer de faire l'encadrement législatif et tous les trucs sur toute la spéculation qu'on fait, en vérité, c'est pour ça que on pourrait faire l'économie et la société, ou le pays, la nation, selon comment on veut parler et à quelle échelle on veut voir les choses, pourrait se faire l'économie de ce genre de conneries. L'État n'a pas à légiférer sur combien tu vas faire pousser tes radis chez toi. Tu vois, Karma, si je peux me permettre. Ouais, Paris. Tu disais, ouais, faut que ça devienne, genre, limite que ça soit plus une drogue, mais en vrai, je vois ce que tu veux dire, mais en vrai, ça restera toujours une drogue, parce que, en fait, faut juste que le regard échange, parce que, par exemple, l'alcool, c'est une drogue, tu vois. L'alcool, c'est une drogue, mais genre, c'est légal. Mais pas dans la tête des gens. En France, c'est pas en France, c'est pas une drogue. Et tu vois, tu vois, j'avais pris l'exemple, j'avais déjà parlé sur le forum. Chez moi, donc j'habite dans un coin où on fait du champagne. Et tu vois, quand j'étais plus jeune, j'ai vu plusieurs fois les députés de chez moi à la télé venir dire au calme que le champagne, c'est pas de l'alcool. Donc, c'est-à-dire que l'alcool en France, on dit que c'est pas de la drogue, et il y a même des gens qui viennent te dire que des trucs qui ont de l'alcool, il n'y a pas d'alcool dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut vivre dans le déni du réel, et tout ça, c'est culturel. Mais juste si je peux me permettre, je voudrais rajouter à quelque chose que tu dis qui est très vrai et qui me fait penser à quelque chose. Regarde le nombre de photos de politiciens que tu vois avec une bière, un sourire et limite en mode on trinque à la vie, tu vois. Alors que aujourd'hui, si on veut faire les scientifiques, si on veut faire tout ça, on a des rapports sur l'impact social qu'a le sucre, qu'a l'alcool. C'est un impact qui bouleverse une société largement supérieure au cannabis, quoi. Et ça, j'aimerais retrouver il y avait des schémas où ils mettaient les stats, et c'est vrai que c'est très vrai, quoi. Je voudrais revenir et dire à Tony qu'on est assez désolé, parce qu'il me dit que sa belle-sœur, il marque en gros que comme il a une box chez lui avec ses plantes, sa belle-sœur ne veut même plus venir chez lui, alors qu'elle dit rien quand il fume, tu vois. Donc c'est vraiment ça, quoi. Les gens ont une vraie peur des répercussions de ce qui peut se passer, et ont une vraie stigmatisation et un drapeau rouge qui se lève que dès qu'ils voient un pied de cannabis, quoi. C'est fou. Alors que donner de l'alcool à des enfants, ça passe crème. Même à des bébés, tu vois, on baptise les enfants au champagne chez moi, c'est pareil, c'est normal. Ok, frérot, moi, quand
Moi, quand j'étais Ouais, surtout petit, j'avais le droit de mettre le doigt dans le verre de mes parents et de lécher mon doigt, tu vois. Et quand ils étaient trop bourrés Oui, et que ça c'était la fin de la soirée, frère, je faisais la fin de tous les verres, quoi, tu vois. Et j'étais On l'a tous fait, ça. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, mais aujourd'hui, enfin, tu vois, c'est vraiment quelque chose c'est une de culturel, tu vois. J'ai rarement vu des gens fumer un joint et le souffler dans la tête de leur gamin, tu vois. C'est Et à l'inverse. Oui, mais comme t'as c'est dit, impossible de faire ça. Comme tu as dit, c'est Non, culturel. Toute oui, notre oui, histoire est liée à l'alcool, à la bière, à la cervoise. On a toujours... C'est culturel. Malheureusement, ça, on le changera. Ouais, mais pour moi, le cannabis, c'est aussi culturel, hein. Quand tu vois que la France est un des plus gros producteurs ancestrales de chanvre, quand tu vois qu'on a une relation très particulière dès le début avec le commerce de la soie pour ramener les premiers haches, les premières graines, les soldats napoléoniens quand ils sont arrivés en Égypte, frérot, ils sont pas revenus avec du houblon, hein. Ils sont revenus avec des graines de cannabis et tout ça, tu vois. Donc, Oui, mais en France, la base de dans ces années-là, la base de la production, c'était de la fibre de chanvre pour pouvoir faire du cordage, du tissu. C'était principalement ça à cette époque-là. Il y avait les graines pour l'huile, mais le côté défonce n'était pas ce qui était le plus mis en avant. Enfin, en tout cas en France. Non, mais alors, tu vois, par exemple, j'ai un livre sur l'histoire du chanvre et c'est des récits tu vois, c'est des écrits de mecs en 1800 et quelques. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est pas la route de la soie, style 1600 et ça, mais c'est au 18e siècle et tout. T'avais des gars qui écrivaient, qui disaient que les petites plantes, il fallait faire attention aux petites plantes avec beaucoup de ramifications, car quand on les touchait, on avait des vertiges, on avait des grosses fringales, des bouffées délirantes, et que même on pouvait voir le diable ou parler avec Dieu, tu vois, et que ça rendait fou. Donc, T'as les récits des récoltes, les grandes fêtes qui font au moment des récoltes aussi, où les gars te disent qu'ils sont complètement enivrés. Parce qu'à l'époque, c'était un chanvre qui n'était pas contrôlé, donc il y avait du THC dedans, mais il n'était pas travaillé pour ça. Encore une fois, on le travaillait principalement pour le secteur maritime. La fibre, le secteur maritime et la graine. Hein. C'était ça le principe. Et juste pour revenir sur un truc qui a été dit tout à l'heure à propos de la déclassification du registre des drogues, il faut savoir que la France ne peut pas le faire. La France, si elle veut bouger sa déclassification, elle ne peut que s'aligner sur celle de l'Europe, qui elle-même est alignée sur celle de l'ONU. C'est pour ça que je dis toujours que si l'ONU, si un changement arrive en France, il passera par les États-Unis avant, parce que c'est eux qui débloqueront tout, c'est eux qui ont tout bloqué. D'ailleurs, excuse-moi si je dis une connerie, mais j'aimerais que parce que je sais que toi, Indy, t'es assez calé dessus, mais je crois que là, l'ONU récemment commence à avoir cette idée de déclassifier le cannabis, ou je me trompe? Et ils l'ont changé de schedule, effectivement, il est dans un des plus légers maintenant. D'accord. Parce qu'équivalent du Doliprane, entre guillemets. C'est ça, j'avais peur de dire une connerie, mais pour moi, il était passé du stade 3 au stade 2, et dans le stade 2, on commençait à arriver sur quelque chose de plus friendly, alors que le stade 3, c'est les opiacés, c'est toutes ces conneries-là, quoi. Au fur et à mesure, plus ça va se développer au niveau, pas qu'au niveau que ça passe au niveau national aux États-Unis. Quand ça passera au niveau national aux États-Unis, enfin, fédéral plutôt. Là, ça passera à l'ONU. L'ONU, automatiquement, nos politiques de drogue sont calquées sur les directives de l'ONU que l'ONU fournit tous les ans. Voilà. Pour moi, c'est la seule voie là, que je vois. Ou alors, ça sera, on y arrivera en éternel petit dernier. Parce que tout le monde autour de nous l'aura fait, et puis qu'il n'y aura plus personne en Europe, et puis là on va arriver, on va liguer, allez. En fait, il faut profiter que Biden il soit sénile, tu sais, t'arrives avec un papier, voilà, c'est quoi? Bah, c'est pour qu'on ait plus de pétrole. En fait, c'est le papier de la légalisation, papy il le signe, et allez hop, tout le monde est yin. Malheureusement, aux États-Unis, non, c'est plutôt en fait l'inverse. S'ils veulent voir le cannabis se développer, il faudrait laisser passer Trump. C'est con à dire, hein, mais voilà, c'est la réalité. C'est pas Biden qui débloquera ça. Attends, là, il faut que tu me fasses plus de précision, parce que pour moi, Trump, c'était un anti-cannabis, et justement, Biden, il était dans l'idée de légaliser. J'avais eu le sentiment que cette dernière année, il avait eu quelques déclarations en faveur de la légalisation, ou... Oui et non, c'est pas lui qui a décidé ça, ce sont ses bureaux qui l'ont poussé à faire tout ça, parce qu'à l'heure actuelle, la situation aux États-Unis, elle est totalement bloquée, c'est un bordel sans nom. Il faut savoir qu'au niveau local, il y a des
petites décisions qui sont prises, les gens sont amnestiés pour des petites des crimes liés au cannabis. Enfin, il fallait un moment qu'il y ait une réaction au niveau de l'État global, l'État fédéral. Donc effectivement, Biden a avancé les choses. Il a dit qu'avant la fin de son truc, ça devrait changer. Mais c'est pas lui. Lui, il est extrêmement. Enfin, lui, c'est un vieux. Faut pas se leurrer. Ah bah ouais, voilà. Je pense qu'il marche en pilote automatique. Hein. Moi, je pense que. Le pilote automatique, c'est ses conseillers derrière, parce que voilà. Et par contre, Trump, lui, c'est un mec il veut le pognon, lui. Je suis pas con. Hein. C'est un Macron avec des dents encore plus longues. Mais voilà, il réfléchit moins. Ok. On l'a bien vu pendant la crise du Covid, quand il nous a sorti le Javel tue le Covid. Peut-être qu'on pourrait s'injecter de la Javel avec des seringues. Bah vas-y frère, hein, fais-le. Il est très très con, mais maintenant d'un point de vue économie, ce gars-là, il veut qu'un seul truc, c'est qu'il y ait le plus de fric possible qui circule et qui rentre aux États-Unis. Donc de toute façon, là, c'est le mec, si tu viens le voir en lui disant voilà, si tu légalises au niveau fédéral, ça va te rapporter tant de milliards par an, le mec il va faire oh ok, give me the hot dog. Non mais c'est aussi simple que ça. Moi d'ailleurs, je vais être honnête, hein, quand on a élu Macron la première fois, c'est ce que j'espérais un peu qu'il allait se passer. Je me suis dit, putain, le mec, c'est un économiste, on va lui dire, avec le cannabis légalisé, il y a tant et tant qui vont rentrer, ils vont dire, allez, jackpot. C'est marrant ce que tu dis. Désolé, ça s'est pas fait. C'est marrant ce que tu dis, c'était la discussion que j'avais eue avec Vincent, un gérant de Street Shop, qui lui me disait, mais c'est sûr, parce que moi, à l'époque, toujours, je votais Mélenchon, c'était le début de la France insoumise et tout ça, et j'étais assez enthousiaste avec leur programme, avec leur vision, j'aimais beaucoup le programme de légalisation qu'ils avaient, de faire des cannabis social club, de faire beaucoup de petites unités, au lieu d'avoir une grande multinationale, d'avoir un grand groupe, au lieu là, vraiment d'avoir une responsabilité, on va dire, des gens. Et donc je trouvais ça vraiment intéressant, et je me rappelle, j'avais fait le pari avec lui, je lui ai dit, Macron ne légalisera jamais le cannabis, parce que moi, de ce que j'ai le sentiment, et je pense qu'aujourd'hui, c'est pareil pour la LFI. Je pense qu'ils arriveront au pouvoir et ils y arriveront pas. Parce que je pense aujourd'hui, en France, on est tellement enfoncé dans un dogme particulier où on a des laboratoires qui sont tellement puissants. Aujourd'hui, on a des recherches scientifiques qui ne veulent pas le cannabis. On a un lobby de l'alcool qui presse très très fort contre le cannabis. Avant, les tabacs étaient contre, mais là, depuis qu'ils ont senti le bon truc avec le CBD, je pense qu'ils se sont détendus. Mais c'est vrai que tout ça, enfin, la personne qui va légaliser en France, franchement, elle a des couilles de taureau, quoi, parce que... Ça, je pense que ça n'arrivera pas avant très très longtemps. Je pense qu'on va d'abord passer par une phase industrielle où tout ce qui est cannabis THC va être capté par des industriels qui vont produire, qui vendront dans des shops spécialisés, les pharmacies, trucs comme ça. Et puis voilà. Et puis on va se faire enculer à sec. Moi, j'ai un petit espoir là, tu vois. Voilà, j'ai un petit espoir. C'est que là, tu vois, avec les législatives, ce qui s'est passé là, où on voit qu'on a 3 blocs, là, tout le monde est en train de dire que la France va être ingouvernable, qu'on arrive dans un espèce de point mort où vraiment la France risque de tomber de façon critique. Là, aujourd'hui, c'est la gauche qui a gagné, mais de ce qu'on entend, ils veulent quand même continuer avec un gouvernement de droite. Du coup, moi, j'ai l'espoir, et attention, c'est un espoir très utopique, on se rende compte qu'on est arrivé un peu au bout de cette 5e République, tu vois, et de cette façon d'élire des gens une élection représentative, tu vois. Et j'ai l'espoir qu'on ait une 6e République, et franchement, si on arrive à avoir une 6e République et que la légalisation n'est pas quelque chose qui est inscrit dans cette 6e République, je pense que pour voir la légalisation, il faudra se barrer de France. Parce que sinon, ça va être extrêmement long, quoi. Ouais, je vous ai partagé mon petit moment utopique. Le problème, c'est qu'en France, on n'a personne pour la défendre, la légalisation. On en revient au problème qu'on parlait l'autre fois avec Normal et compagnie. Ouais. Bah, si là on fait vite fait un état des lieux des associations, qui y a? Alors, on a Normal. Ouais. On a l'autre là. Je ne sais plus le nom maintenant. Chambre et Liberté. Ouais.
tout à fait. Il y a la... et le cirque, voilà, je cherchais. Et le cirque. Il y a le cirque, On a les... il y a l'association 420 là, qui est en train de s'éteindre. Je crois que peut-être même qu'elle est fermée là, avec le cannabis et tout ça, où ils avaient en tant qu'avocat Caballero. Mais comme je crois que Caballero, il commence à être un peu fatigué de ses 90 ans, je crois que l'association est en train de mourir un peu, quoi. Non, mais enfin, l'association avec le cannabis, déjà, t'entends ça, t'as tout compris. Cannabis, le voici du monde cannabique, quoi. Le mec. Ah, c'est vrai que ces titres sont très putaclic, et quand tu cliques dessus et que tu lis ce qu'il a écrit, il y a rarement de bonnes informations dedans. Il y a pas mal de choses où il fait pas mal d'amalgames, et des fois c'est... Ouais. Des fois, il est même contre nous, hein. Je veux dire, des fois, il dit des trucs, faut vraiment être dans le milieu pour comprendre, sinon tu comprends à l'envers, hein. Voilà. Bien sûr. Ah, enfin, bon, moi, je suis pas un grand fan du cannabis, mais bon, bref. Ah, non, et voilà, enfin, le milieu militant en France, il existe pas à l'heure actuelle. Il se résume à prendre de la thune, à faire des teufs et à les se défoncer en cup. Ouais, c'est Comme ça. on a pu le voir à l'UFC, tu le disais. Normal était dans un coin défoncé. T'avais l'équipe du cirque qui se sont ramenés comme des clowns, qui étaient aussi, voilà. Regarde, moi je sais pas si tu te souviens, on va prendre un peu un moment dans l'intimité, parce que je crois que t'étais là, on était pas mal ensemble et tout ça. Moi, les gars du cirque et les gars du normal, je suis allé les voir. Je leur ai dit, j'ai un projet de fédération, j'aimerais que l'on en discute tous ensemble. Dans le week-end, je n'ai jamais réussi à avoir tout le monde en même temps, alors qu'on était tous au même endroit. Et je suis allé les voir au moins 4 fois, et au bout de la 4e fois, j'ai fait, vas-y, c'est bon. Ils me prennent pour un con, le projet, ça ne les intéresse pas. Là, ils ont enfin quitté la France, ils sont arrivés en Espagne, ils sont dans un club, tout le monde est affalé, tout le monde a les yeux rouges, nanani, nanana. Et j'étais bon, c'est pas avec ça qu'on va arriver à faire quelque chose, quoi, tu vois. Et malheureusement, quand t'as des idées, on va dire, un peu utopiques, tu vois, eux, ils sont plus là à se demander, oui, mais moi, je vais peut-être perdre des adhérents, je vais peut-être perdre des trucs. Mais non, tu vas rien perdre. Au contraire, ça va être une dynamique du positif, et on va avancer tous ensemble vers un but commun, quoi. Et c'est ça que je comprends pas, qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais même chez les consommateurs, tu vois, je vois, on est dans une telle tension que les gens n'arrivent même pas à échanger, alors que au fond, on a tous un but commun, quoi, tu vois. C'est d'arrêter cette ségrégation, quoi, tu vois, tout simplement. Mais là, ce que tu parles, c'est la solidarité, quoi. Ouais, c'est ça, c'est l'entraîne. Oui. Le problème, c'est que les gens qui nous défendent ne sont plus des... Comment dire, c'est devenu un business pour eux. Ouais, c'est plus des gens qui font ça pour... Ok, d'accord, ils se placent, quoi. C'est ça aussi. Pardon ? Ouais, c'est lucratif, quoi. Ils se placent, ils prennent un peu des parts aussi, pour anticiper ce qui va arriver, quoi. Ouais. Pour donner un nom, Farid Gewesh, si demain il arrête ce qu'il fait, il a plus rien, il vit plus, puisque c'est son poste de député. Mais à côté de ça, ça fait 10 ans qu'il y est, il a rien apporté. C'est vrai, il a participé à une réunion de l'ONU avec le costume Alidji. Ouais. Non mais alors ça, voilà ça. Mais, attends, juste si tu peux faire une pause, s'il te plaît, sur ça, j'aimerais qu'on en discute un peu, parce que je pense que c'est vraiment à cause de choses comme ça qu'on n'est pas pris au sérieux, c'est vraiment con, quoi. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qui s'est passé, ou tu veux que je le fasse? C'est très rapide. Ouais, Farid Gewesh, qui était donc représentant de son parti drogue, je sais plus quoi là, à l'ONU, à la fameuse convention justement où ils discutent du classement des drogues et compagnie. Donc tout le monde étant bien entendu en costard cravate. Et ce monsieur, il est arrivé en costume Alidji avec des feuilles de weed partout, une casquette béret weed, voilà. Pour les personnes qui nous écoutent, vous avez bien entendu ce que vous avez entendu. Il est arrivé en mode Alidji, mais vraiment, le film Alidji, ouais. Quand il fait le mode respect et qu'il met de la beuh dans les théières et que l'ONU... tout le monde est foncé que ça se passe bien, ça c'est dans le film. La réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé avec une tenue jaune fluo et des trucs dégueulasses, et qu'en fait, les personnes qui sont des politiciens, qui sont des gens qui vont très vite, qui sont entre guillemets très soucieux de l'apparence, là le mec il est à peine arrivé, je pense qu'il a même pas ouvert la bouche que les gars ils lui ont dit, ils étaient là en mode non, parce il est catalogué direct. Ouais, ça. Parce que... Et c'est aussi ça le problème, c'est que pour changer l'image du cannabis, il faut changer l'image du consommateur. Mmh. Et
Pour tous les autres, un consommateur de cannabis, c'est un mec qui a des dreadlocks, qui travaille pas, qui passe sa journée dans le canapé, qui parle comme ça, et il va à la cantine. Voilà. Et tant qu'on changera pas cette image-là, on n'y arrivera pas. Et quand tu vois des gars qui font ce genre d'action, ça marchera pas. Quand tu vois des gars qui vont faire la journée le 18 juin à Paris défiler avec un gros clown qui fume un pétard, ça changera pas. Etc., etc. Il faut montrer la réalité. Ça veut dire quoi la réalité? Que c'est des parents, c'est que c'est des gars qui travaillent, qui sont avocats, qui sont architectes, qui sont ouvriers, qui sont maçons. Il y en a partout. Et ça, tant qu'on pourra pas le montrer, tant qu'on se mettra pas, on mettra pas en avant, voilà, c'est là-dessus. On a tous cette image de merde. De toute manière, si vous dites je suis fumeur de cannabis, ah ouais, t'es un stoner, connard. C'est ça, t'es au RSA, tu fais rien de ta vie, et surtout t'es dans une spirale descendante où théoriquement t'es en dépression, quoi. Et puis généralement, moi, les mecs qui me disent ça, je les regarde, parce qu'ils ont généralement un verre d'alcool à la main, je fais, bah toi t'es en train de boire de l'alcool, t'es donc un alcoolo. Oh bah non, hein. Ça, c'est sûr. Tire de là, t'es un drogué de la mort, et puis bref, enfin c'est encore une autre histoire. Mais oui, on est très mal représenté. Il y a personne qui nous représente et voilà. Et pourtant, il y a de la thune. Il y a de la thune qui a été distribuée pendant des années. J'en ai été témoin. Certains l'ont très bien utilisé, certains l'ont très mal utilisé. Bah regarde, et maintenant il n'y en a plus. C'est désolé de leur retaper dessus et tout ça, mais regarde, normal. Moi, je me souviens qu'ils avaient fait une levée de fonds. Je crois qu'ils avaient récupéré presque 200 000 €, si je dis pas de conneries. Est-ce que c'est bien ça, Indy? Si c'est ce qui est parti pour la fête. Non, tu sais, au tout début où ils sont arrivés, je crois que c'était en 2014-2015, ils ont fait une levée de fonds vers Paris où ils avaient récupéré à peu près 200 000 € et en effet, il s'est pas passé grand-chose, mais par contre, ils avaient fait une super fête dans un... Pool house, non, comment ça s'appelle, c'est quand t'es tout au-dessus en haut d'un building. Ouais, voilà, c'est ça, avec des DJ. Ouais, bah c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Où la soirée, je crois qu'elle avait coûté un truc comme 50 ou 60 000 € pour inviter, voilà, enfin voilà, pour se divertir, quoi. Et c'est vraiment ces choses-là qui nous mettent des bâtons dans les roues, quoi. Bah, surtout que le problème derrière, c'est que le gars qui a filé de l'argent, quand il voit ça, il leur donne pas. Ah bah oui, c'est sûr. Je peux le dire avec sans problème. Paradise Seed, à l'époque, avait filé 12 000 €. Bon, Okay. ils les ont filés à Normel pour apparaître sur le PLV. Faut être clair, c'est du marketing. Ouais. Mais ils attendent, surtout Paradise Seed, ils attendent quelque chose. Ils sont derrière le bail tour, etc. Donc, ils voulaient un minimum... quand ils ont vu que ça fait partie en fête, et qu'en plus, ça a été une fête qui n'a rien donné. Si encore, ça a été une fête qui avait fait un putain de carton. Ah oui, non. Bon, pourquoi pas? Là, ça n'a rien donné. Ils faisaient gris, il y a eu 3 pélos qui a tondu. C'était que les équipes de Normal qui étaient là sur les transats à se faire dorer. Bref, ça a été un foirage complet qui a coûté une pognon de dingue. Aïe. Eh ben, ce sera le podcast coup de gueule. On Et à côté de ça, l'appellera J'en ai marre. T'avais par exemple l'UFCM qui eux ont galéré pour avoir des sous, mais à chaque fois qu'ils en avaient, c'était pas mis dans des fêtes, c'était mis dans des gros colloques où ils invitaient tous les médecins de France à venir se renseigner sur le cannabis. Voilà, il faut dire aussi, il y en a aussi qui ont bien fait leur boulot, quoi. Mais par exemple, l'événement que tu as cité, ça a coûté la vie à 2-3 associations, puisque du coup, derrière, il n'y a pas eu les financements qui ont été remis en jeu. Non, et mais du coup, c'est l'association fermée. Mais moi, je me rappelle, ça avait fait vraiment un scandale. Parce que quand ils avaient fait leur levée de fonds, où tout le monde était là en mode « Ah, ça y est, enfin l'industrie du cannabis commence à lever des sommes à 5 chiffres, ça évolue, c'est cool. » Mais en fait, ça a été... ça s'est éclaté extrêmement rapidement, quoi. Mais bon... Du coup, c'est pour ça qu'on va essayer de faire des trucs entre passionnés. Je pense que, tu vois, avec toi, ton travail de Canaweed, où franchement, je pense que tu es le plus grand formateur de France et de Paris et de Navarre, tu vois. D'ailleurs, merci pour ton site, le fait que tu entretiennes ça et que même tu viennes chez nous, parce que tu es tout le temps au podcast, tu es tout le temps dans un bon délire à nous ramener des super informations. Moi, je suis vraiment en kiff. Vraiment, je t'en remercie énormément. Et je pense que vraiment, c'est par des actes comme ça
personne par personne où on arrive à faire bouger les choses, quoi. C'est pas en faisant des soirées dans un penthouse, pool house ou ce que tu veux de house à la con. Et voilà, quoi. En fait, techniquement, je pense que quand tu prends les bonnes personnes, tu peux les réunir n'importe où, que ce soit un poulailler ou une pool house. Si tu as les bonnes personnes, tu passeras un bon moment. Bah voilà, prochaine réunion, les gars, c'est dans club échangiste. Je rigole. Sans les échangistes. Sans les Juste revenir aussi sur un truc qu'avait dit Green Island à propos des cousins canadiens. Ouais. Et je les entends souvent pris en exemple. Ouais. Et en fait, c'est un des mauvais exemples de légalisation qui existe. Il faut savoir qu'ils reviennent énormément sur leur légalisation. Ils sont en permanence en train de la reformater. Alors, c'est pas qu'ils reviennent en disant qu'ils veulent re-rendre le cannabis illégal. Non. C'est juste qu'ils se rendent compte que le marché noir est encore trop présent et trop puissant et que peut-être ce qu'ils ont fait avec leurs normes là de... Comment ça... Alors ça, c'est le problème de la SQDC. Ouais, ça, c'est le problème du SQDC, Québec. voilà, c'est ça. Ça, c'est encore autre chose. Okay. Parce qu'en fait, ça, il faut bien séparer. Le Québec et le Canada n'ont pas du tout le même fonctionnement au niveau de la légalisation. Tabarnak. Et alors, le Canada, déjà, quand ils ont légalisé, ils ont mis des licences, ils les ont mis aux enchères. Et donc, forcément, c'est ceux qui avaient le plus de pognon qui ont acheté, et ce sont tous les anciennes compagnies minières de forage et compagnie. En plus, ils avaient l'espace, ils avaient tout ce qu'il fallait. Donc, c'est eux qui l'ont eu. Là, ils se sont rendus compte que derrière le produit qui sortait, ça c'est l'État qui s'est rendu compte que le produit qui sortait était pas bon. Ouais, du coup, les gens continuaient le marché noir. Et puis surtout, c'était frauduleux. Moi, je me rappelle les premiers retours où les gars, ils nous montraient des trucs de la SQDC. Je crois que les taux de THC, ils étaient aux alentours de 6 à 7%. Et t'avais des branches, t'avais des graines. Enfin, t'avais vraiment l'impression de choper un truc, une brique jamaïcaine où quand tu roules un joint... Mais ça, c'est la SQDC, c'est encore autre chose. Là, je te parlais du Canada. Parce que le Canada, encore une fois, ils subissent le même problème, mais un petit peu différemment. Et donc, le Canada, après, ils ont rouvert les licences aux malades. Donc, les malades pouvaient prendre des licences. Ils se sont retrouvés avec des gars qui faisaient pousser des champs. Par contre, eux, ils le faisaient super bien. Ce qui a complètement tué le côté industriel. Donc, du coup, ils ont réinterdit les malades, reparti sur l'industriel. Donc, eux, c'est vraiment un gros bordel, ils tâtonnent dans tous les sens. La SQDC, c'est encore différent, c'est le Québec qui a voulu prendre en charge eux-mêmes la fabrication, la production de la weed. Ils ont fait une merde totale, qu'ils ont vendu à des prix dingues. Et donc, du coup, tout le monde s'est tourné vers le marché noir asiatique, qui est radicalement moins cher et de meilleure qualité. Donc, c'est pas forcément... le Canada et le Québec sont pas forcément des bons exemples de légalisation. Les vrais bons exemples, c'est l'Uruguay. L'Uruguay, par exemple, c'en est un magnifique. C'est certainement incroyable. La version la plus humaine qu'on puisse voir avec des habits moins chers, etc. Alors l'Uruguay, si je ne m'abuse, je crois que ça a été fait par un président le président, rappelle-toi, c'était un agriculteur Pepe Mujica. Qui refusait d'avoir un loyer. Et un peu à la De Gaulle, tu vois, il a refusé d'être payé pour être président. C'est lui qui payait toutes ses charges. Et si je ne dis pas de conneries, tu me valideras ça, Indy, je crois que quand il a légalisé, il a entre guillemets plafonné le prix pour que ce soit vraiment pas cher. Et je crois que ça tourne aux alentours de 1 à 2 euros le gramme là-bas, quoi. $1, $1 de uruguayen, mais c'est que dalle, ça représente que dalle. $1 uruguayen, c'est une boîte de Choc-Capit que tu plies en deux, ça, c'est sûr. C'est 500 pesettes, bref, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment la version la plus humaine, parce que n'importe qui peut en acheter, et surtout n'importe qui peut en faire pousser, tu peux en donner, tout est ouvert en Uruguay. C'est vraiment... Là-dessus, c'est vraiment quelque chose, d'un point de vue humain, c'est certainement ce qu'il y a de mieux. Et les prix après, il y a le Colorado qui est pas mal aussi. Le Colorado ? Ah ouais, pourquoi le Colorado ? J'ai du mal à voir, parce qu'il y a tu peux ouvrir plein de petits shops, tu peux ouvrir ta petite ferme, c'est assez free, c'est pas comme en Californie. C'est assez free, mais en fait, c'est au niveau des taxes que ça a été très bien fait. En fait, le Colorado a une règle grosso modo, qui dit que s'ils n'ont pas besoin des impôts des habitants, ils leur rendent les impôts. Et donc, en fait, depuis quelques années, c'est ce qui se passe, parce que les producteurs et les vendeurs de cannabis payent tellement d'impôts sur place que le comté n'a pas besoin d'impôts. Donc, du coup, les habitants des comtés ne payent pas d'impôts. Ils en sont même à un stade où ils ne savent plus quoi faire
de ce qu'ils gagnent. Ils ont refait les routes, la cantine est gratuite, il y a des cantines pour les SDF. Les routes ont été toutes refaites. Enfin, ils savent plus quoi faire de leur thune. C'était ce que j'avais vu. Je crois que c'était il y a à peu près 1 an et demi que j'avais lu un article comme ça où justement il disait tout ce que tu es en train de dire, qu'aujourd'hui, grâce aux impôts et tout ça, ils redonnaient de l'argent aux contribuables et tout, et surtout qu'ils avaient créé dans le Colorado, je crois, près de plus de 2000 écoles. Que beaucoup les instituteurs avaient plus de salaire à ça, et qu'ils avaient fait des cinémas, les routes, et qu'une fois qu'ils étaient entre guillemets bien sur les bases, les hôpitaux et tout ça et tout, ils se sont dit bon bah l'argent on va le rétribuer à nos contribuables, et ça m'était complètement sorti de la tête, et c'est vrai que je comprends que le Colorado ce soit quelque chose d'hyper attractif pour le cannabis au niveau des lois, parce que en plus moi j'ai un bon pote là-bas, Ojitai de The Nature Farm, c'est de lui que j'ai eu la Skunk 18 de Uncle Fester, parce que c'est son oncle. Et lui, de ce qu'il me disait, c'est que là-bas, par exemple, si tu veux t'installer et faire du cannabis, t'as juste à être agriculteur. Tu n'as pas de licence à acheter, tu n'as rien à faire, tu n'as aucune déclaration, t'as juste à être agriculteur, et tu peux cultiver et après revendre soit par toi-même, ou le seul truc que tu as à faire, c'est des tests au niveau des normes pour tout ce qui est champignons, pathogènes, et je crois qu'il y a un truc dans les radiations ou un truc comme ça, et c'est ce qui fait que par contre au Colorado on a beaucoup de weed irradiés, c'est-à-dire qu'une fois que les gars cultivent, ils les passent en radiation pour qu'une fois les weeds sont mis en bocal et fermés, et qu'elles des fois peuvent rester 1 an et demi, 2 ans comme ça, et elles ne pourrissent pas et qu'elles changent pas trop. Mais bon, par contre irradier des weeds, c'est pas fou quoi. Ouais, mais ça permet de tuer tout, quoi. Tu dégages les moisissures, les spores, les insectes. C'est ça. Hop, au revoir. C'est ça. Mais oui, il y a des très bons exemples dans le monde à prendre, mais c'est vrai qu'on les connaît pas, on n'y pense pas forcément, on les connaît pas forcément non plus. Là aujourd'hui, j'ai lu, ça y est, le premier Cannabis Social Club en Allemagne a eu l'autorisation, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que franchement, pour l'instant, moi, de ce qui se passe en Allemagne, je suis sur le cul, quoi, parce que c'est hyper bien fait pour l'instant, enfin, de ce qui marque. Je trouve ça assez surprenant, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Comme ça a été, je crois que c'est hier que ça a été dit, la France et l'Allemagne font partie des pays fondateurs, créateurs de l'Europe, donc on est toujours très très regardés. Et je pense que là, l'Allemagne en avait conscience, et du coup, c'est pour ça qu'ils ont fait les choses. Alors déjà qu'ils font les choses carrées de base, voilà, je pense qu'ils ont mis les carrés dans les petits carrés, dans les petits carrés. Ouais, qualité allemande. De qualité. Ouais, c'est ça qui est bon. Mais ouais. Bah merci pour ce petit débat, on va dire politique, social et tout ça, c'était très intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de développer quelque chose? Oui, Indy, si tu veux continuer à parler, on est bon. On est à 1h20. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse encore une bonne vingtaine de minutes. Comme ça, on se fait un petit 2 heures, parce que j'ai un peu mal au crâne. Et voilà. Et vous avez vu, même avec un mal de crâne, ça m'empêche pas de beaucoup parler. Moi, je voudrais savoir si quelqu'un a déjà pris des champs, parce que on m'a dit que c'était un truc cool, mais j'ai jamais testé. De quoi? Des champignons. Enfin, des champignons. Mangez-moi. Ouais, les champignons hallucinogènes, là. Ouais, mais tu sais quoi? Des champis ou des truffes? On va... Moi, ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on reste sur le thème un peu du cannabis, quand même, parce que déjà, on a créé un salon mycorhize sur le Discord. Moi, le problème, c'est que si on commence à parler des champignons, le podcast, il va durer 3 heures, parce que là, je vais partir... On a encore son podcast, là. Attends, Abarax, je vais te mettre en mute, parce que tu m'envoies des trucs bizarres. Ah, merci. Et ouais, bah après les champignons, moi ce que je peux te dire, c'est que c'est quelque chose pour moi de spirituel. C'est pas une drogue récréative, c'est une relation avec toi et toi-même pour une connexion presque avec le divin, tu vois.
Et comme on est des passionnés de weed, souvent on va dire que les champignons, les psychédéliques sont très connotés weed et tout ça. Et souvent quand t'aimes bien la weed, bah t'aimes bien les champignons, t'aimes bien le LSD. Tu vois par exemple, moi ce qui me fait toujours marrer aux États-Unis, tu vois, et quand on rencontre quelques potes à la Spannabis qui viennent des États-Unis, c'est que les gars souvent ils prennent pas mal de champis pour travailler longtemps, tu vois, pour durer longtemps, quoi, tu vois. Moi, je leur dis à chaque fois, je dis, mais les gars, comment vous faites pour travailler sous champi? Je dis, parce que moi, quand je prends des champis, frère, si je fais de la manucure sous des champis, je vais te faire une bud en mode artiste, tu vois, moderne jazz. Je vais partir dans des techniques personne ne comprend, et au bout d'une heure, je t'aurais fait 4 buds, quoi, tu vois. Et voilà. Mais sinon... C'était Trainer-B qui était avec ses capsules de Shroom, là, la Spannabis. Trainer-B. Nicolas. Ah oui, bah oui, Trainer-B. Oui, bah lui, frère, oui, bah lui, il en prend quasiment tous les jours, quoi. C'est léger ce qu'il a pris pour une fois. Mais... Bah lui, c'est du... Lui, je crois qu'il est en micro-dosage, tu vois, et lui, il fait ça vraiment un peu plus pour son psyché et son... C'est un traitement, je pense, que ce qu'il fait, lui. Regardez, hein, justement pour la productivité, les gars, le microdosing, ça a un effet. Hein, donc c'est pour ça, je m'étonnais pas de t'entendre dire que des ricains prenaient ça pour justement bosser et être focus. Parce qu'il y a un aspect à ça, mais encore une fois, voilà, faut pas prendre une dose récréative. Hein. Voilà, c'est du microdosing, c'est toute autre chose. Hein, c'est un autre protocole, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout pour moi, ce que je vous triper. Quoi. Ce que je vous propose, c'est qu'on termine avec la question de Slim D. Parce qu'elle est assez intéressante et elle suit un peu le podcast d'aujourd'hui, c'est de parler de la position de la Thaïlande sur le récréatif, parce qu'on entend un peu tout et son contraire. Et moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir quelques connaissances là-bas. Je pense que Indy aussi, et je pense que dans le Discord aussi, pas mal de gens l'ont. On va faire un petit récapitulatif pour que vite fait les gens comprennent. Il y a quasiment 2 ans, l'ancien nouveau gouvernement a légalisé le cannabis à titre récréatif. Ça a créé un boom énorme dans les pays asiatiques, à tel point que ça a dynamisé le tourisme à plus de 110%. Aujourd'hui, il y a un moment, dans Bangkok, dans toutes les villes, il y avait plus de coffee shop, ce que tu appelles ça comme tu veux, que de boulangerie, que de resto thaï. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Tout le monde disait, tu fais 4 pas, t'es tombé sur 2 magasins. Les prix étaient excessivement chers. Les prix étaient aux alentours de 10-15 euros le gramme pour des weeds vraiment, vraiment très mauvaises. Et il y a eu beaucoup de polémiques et beaucoup d'accidents. Il y a eu le nouveau gouvernement, et le nouveau gouvernement, on va dire, a fait marche arrière. Et dans un premier temps, on a eu les informations comme quoi ils allaient recriminaliser le cannabis et que tous les investisseurs devaient partir. La deuxième étape, et ça je pense que c'est tous les investisseurs, tous les gars style Arjan et tout ça, ils ont dû se mobiliser et payer des avocats pour leur dire les gars, on a investi tant, nanani nana, vous pouvez pas faire marche arrière comme ça. Du coup, moi de ce que j'ai l'impression aujourd'hui, c'est que le gouvernement va leur demander des normes, c'est-à-dire des normes GMP, des normes tout ça, parce qu'on voit par exemple Greenhouse, ils sont passés de serre en verre avec un appui lumineux où c'était quand même très hollandais, roots, nanani nanana, et là aujourd'hui ils sont dans des labos sécurisés où tu rentres avec Charlotte et tout ça, et on voit plus du tout leurs espaces outdoor où ils faisaient des trucs un peu free. Et du coup aujourd'hui ce qu'on aurait l'impression d'entendre, c'est que quand ils viendraient en Thaïlande, il faudrait que tu ailles voir un docteur, que tu payes entre guillemets une green card comme on avait à un moment aux États-Unis, et qu'avec cette green card tu puisses acheter du cannabis, quoi. Voilà. Est-ce que il y en a d'autres qui ont des explications ou qui savent quelque chose? Indy peut-être? Non, bon, comme toi en fait. La plupart des gens, j'entends que beaucoup de monde revient surtout. Voilà. Ah oui, bah ça c'est sûr. Il y a un paquet qui reviennent avec la queue entre les jambes déçus. Et... Voilà. Oui, c'est sûr. Et en plus, le problème qu'il y a en Thaïlande, c'est que même si tu fais de l'oseille, tu peux pas le ramener en France, parce que quand tu sors des bats de Thaïlande, t'as une taxation de l'État à plus de 90%. Donc,
tu sors pas l'argent. Et en plus, quand t'es français, tu peux pas être chef d'une entreprise. Faut que ce soit un Thaï qui soit chef. Tu peux pas avoir de maison. Tu peux pas acheter de terrain. Enfin, moi, je sais qu'à un moment, on m'avait proposé de travailler là-bas, juste avant que mon père il meure, il y a 1 an et demi. J'étais très très chaud. Et puis, tu sais, quand je voyais les conditions, j'étais, mais en fait, le jour où le Thaï il veut t'enculer, il t'encule et tu rentres chez toi une main devant, une main derrière. Si t'as encore tes mains. Si t'as encore tes mains, tout à fait. Et voilà, quoi. Et je trouvais ça hyper dangereux. Et moi, je m'en rappelle, attends, je vais pas arriver dans un pays où la langue, je comprends rien, la culture, c'est pas du tout ma culture, et tout, et investir du temps, de l'argent et des connaissances et tout ça, je trouvais ça très risqué, quoi. Et je pense avoir eu raison. Ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont investi dans le vent. Après, bon, il y en a toujours qui ont tiré leur épingle du jeu, qui se font du fric au passage. Hein. Ouais, carrément. Mais tous les petits qui sont partis avec les yeux pleins de rêves. Ah ouais, c'est mal barré. ça. Mais ils reviennent avec les valises vides. Hein, écoute, je vais répondre à la dernière question de Zizbar, et après, on se fumera la petite mèche en off entre nous, parce que, comme je vous dis, aujourd'hui, je suis un peu fatigué, et j'ai mal au crâne. Je pense que je me suis mangé... Je crois que une insolation entre avant-hier où il a fait 31 degrés, hier où il a fait 20 degrés, ce matin il a fait 18, puis après 32. Là, je vois, tu sais, j'ai le visage tout rouge et brûlant. Dès que je me touche le visage, frère, j'ai l'impression que je suis brûlant. Je crois que je vais me prendre une bonne douche fraîche. Et je me suis tapé une petite insolation, je pense. Si j'ai mal au crâne, j'ai pris un Doliprane. En Normandie. Ça change rien. Ouais, mais vas-y, la Normandie, t'as vu, c'était mes ancêtres qui étaient de Normandie. Voilà. Du coup, je vais répondre un peu à la question de Zizbar, parce que je pense qu'elle m'est un peu adressée. Comment on fait pour faire pousser, on va dire, 300 pieds de weed en Espagne en étant français, contact, projet, administration, budget? Alors, en Espagne, déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est illégal de cultiver 300 plantes. Mais tu es en Espagne. C'est-à-dire que l'Espagne, moi, c'est ce que je dis souvent sans racisme, c'est on est vraiment aux portes de l'Afrique, quoi. On est aux portes du bac chiche, on est aux portes de tout ça. Moi, le premier rendez-vous d'avocat que j'ai eu en Espagne, quand on a monté la société, notre avocat, il a été très clair. Il nous a dit, moi, aujourd'hui, j'ai un protocole pour que vous fassiez pousser 2000 plantes et que s'il y a la gendarmerie qui vient de vous perquisitionner, vous n'ouvrez pas la porte, vous m'appelez, j'arrive et je vous promets qu'il n'y aura pas une plante de coupée. Donc du coup, nous on l'avait regardé en mode qu'est-ce que tu nous racontes, c'est quoi ton histoire? Et là, il nous avait montré qu'il avait un gars, un mec de chez lui là qui s'est fait péter avec 2000 plantes et il a une technique pour dire que les 2000 plantes sont pour de la consommation personnelle. Alors je sais que là il y a plein de personnes qui doivent rigoler en disant 2000 plantes ça peut jamais être pour une consommation personnelle, on est entièrement d'accord. Mais nous sommes en Espagne et nous pouvons raconter une belle petite histoire qui est que en Espagne les gens sont très tournés par le hashish. Donc, quand tu as des ratios de 4%, de 3 et 4%, on va dire, ça te permet de diviser ton rendement par 97 ou 96%. Donc déjà, c'est énorme. Et lui, en fait, il nous disait, c'est simple, vous allez me faire des protocoles où vous dites que vous faites des graines, que vous faites ça, chose qui était vraie en plus pour nous, vous faites plein d'activités hors de faire pousser de la weed, et surtout, à la fin, vous brûlez tous les échantillons. Et il me dit, vous me faites aller 2 vidéos dans l'année comme ça. Et ouais, et après, il t'explique, il te dit, bon, avant de brûler, les gars, faites un peu de hashish, faites un peu de ça, pour que, voilà, vous brûlez pas de la matière pour rien, quoi. Et donc déjà, t'as les avocats en Espagne qui sont vraiment, vraiment derrière toi en te disant, bah déjà, tu payes un accompagnement. Cet accompagnement, il te coûte en moyenne une ouverture de dossier, ça va être dans les 4000 € pour qu'il puisse te monter les statuts de la société, tout ça et tout. Et après, il va te mettre une petite douille de 3000 € à l'année, quoi, tu vois. Donc, 250 € à peu près par mois, tu vois. Mais par contre, tu peux l'appeler à 4h du matin, que tu t'es fait péter sur la route, test salivaire, le gars, il est là pour toi, quoi. Donc déjà, ça, en Espagne, c'est quand même incroyable, parce qu'en France,
très peu d'avocats te suivent comme ça pour des prix comme ça. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, notre avocat en question, il s'appelle Marty. Marty et pas Saul Goodman comme on met dans le chat. Il s'appelle Marty, son cabinet, très facile à retenir, il s'appelle DMT. Voilà, donc vous pouvez pas vous l'oublier. Et lui, c'est vraiment un des meilleurs avocats de Barcelone. Bon, après, les meilleurs avocats, ça coûte... Non, c'est pas Marty McFly non plus. Mais il s'appelle Marty, et c'est un très très bon avocat spécialisé dans le cannabis. Vous pouvez très facilement le trouver en tapant DMT Avocado sur... Avocado, c'est avocat en espagnol. Et voilà. Et lui, il vous fera tout clé en main. Il parle pas français, il parle en anglais, et voilà. Et après, si vous voulez un traducteur pour ces choses comme ça, vous pouvez prendre un traducteur une journée. Ça va vous coûter entre 80 et 100 euros selon la durée de la traduction. Mais c'est toute une journée, on va dire, et vous suit 6 heures la personne, ouais, vous en avez à peu près pour 80 euros. Chose qui nous a énormément aidé d'avoir un traducteur, surtout pour les avocats et tout ça. Après, le deuxième truc qu'il y a à faire en Espagne pour être vraiment, on va dire, dans les clous, et ça c'est le plus dur, et malheureusement, heureusement, il n'y a que les meilleures fermes de Barcelone qui ont ça. Pourquoi ? Parce que il y a un papier qui vaut de l'or en Espagne pour les cultivateurs, c'est la rétribution des adhérents des Cannabis Social Club. Et ça, c'est vraiment de l'or en barre pour les cultivateurs. Et nous, on a de la chance, c'est que, comme on travaille depuis maintenant quelques temps avec la crème, on a cet accord de fournir uniquement la crème Gracia pour ses adhérents. Du coup, en fait, en Espagne, les Cannabis Social Club, comment ça se passe ? En gros, les gens ont le droit de cultiver entre 1 mètre carré et 6 plantes chez soi. Si tu peux pas le faire, c'est comme la taxe carbone, ce droit-là, tu peux le redonner à une association cannabique. Et du coup, quand tu rentres dans les associations, indirectement, tu donnes le droit de cultiver. Donc si tu es dans une association, et c'est ça aussi le truc qui est un peu chiant en Espagne, quand tu es consommateur, quand tu es adhérent à un social club, théoriquement, tu ne peux pas faire pousser chez toi, parce que le droit que tu as de cultiver, tu viens de le redonner à une association. Et comme tu l'as donné à une association, tu ne peux pas le reprendre pour toi. Et en fait, cette association, elle a le droit, du coup, de cultiver pour les personnes. Mais il y a énormément d'associations qui ne se font pas chier à cultiver. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent, voilà, moi, j'ai tant d'adhérents, je les donne à un grower, auquel ce grower, lui... Parce qu'en fait, en Espagne, quand t'as ils mettent le cannabis dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'es à un secteur agricole, tu peux faire pousser du cannabis. T'as pas besoin d'être chanvrier ou d'avoir une licence THC. Les gens qui vous disent on a une licence THC en Espagne, franchement, ça existe quasiment pas, quoi. C'est les gens qui ont le droit de cultiver en Espagne, c'est des gens qui leur ont redonné via une association leur droit d'avoir 1 mètre carré ou 6 plantes à la maison. Et du coup, ça, une fois que t'as un avocat et un club où t'es de mèche avec, là, pour moi, en Espagne, t'as la structure la plus solide qui existe, tu vois. Je ne dis pas qu'on peut pas venir te faire chier, parce que comme là, on peut voir là, le maire de Barcelone, le nouveau maire qui est très très con, qui a envie de revenir dans les années 50. Là, son projet, là, c'est à la fin du mois, il ferme 50 clubs dans Barcelone, tu vois. Dont notamment, il y a des noms, tu dis, ah ouais, déjà, tu vois, notamment le Doja Club, ils veulent le faire fermer parce que quand ils sont rentrés dedans, ils ont vu du marbre, des lumières, ils ont dit, allez, ça c'est narcos, passons à autre chose, tu vois. Et donc voilà, donc quand t'es en Espagne et que tu veux vraiment pas qu'on te fasse chier, il faut que t'aies une location, que t'aies un numéro NIE, très important. Ton numéro NIE, c'est un numéro d'immatriculation européen qui va pouvoir te permettre de louer une maison, d'avoir un compte bancaire, d'avoir un téléphone, enfin de tout faire. En Espagne, quand tu vis là-bas, si t'as pas de numéro NIE, tu peux rien faire. Tu restes chez toi
et tu fumes tes doigts, quoi, tu vois. Et donc voilà, donc à partir du moment où tu as tout cet écosystème qui franchement est vraiment pas facile à créer et à mettre en place, bah là tu peux foncer, quoi. Et voilà, moi je sais que, tu vois, en étant ça fait à peu près 7 ans que je suis à Barcelone, cette structure-là, ça fait 2 ans et quelques que je suis vraiment dedans, et je la quitterai pour rien au monde, quoi, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui me permet d'avoir un petit coin d'oasis dans ce désert, quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai réussi un peu à répondre à ta question. Mais là, tu as parlé du lien entre les growers et du coup les cannabis social club. Ouais. Le fait de monter la structure du grower, mais la structure du cannabis social club derrière. Est-ce que c'est compliqué de monter un cannabis social club en Espagne aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est très compliqué. Hier, c'était très facile. Parce que comme tu l'as dit, c'est une association. Donc à partir du moment où tu montes une association cannabique pour défendre les malades, c'est très facile. C'est pour ça qu'on peut voir plein de petits clubs à la con où tu te dis mais les gars, comment ils ont fait pour ouvrir? C'est pas possible, nanani, nanana. Donc, et après, t'as d'autres clubs comme le HQ qui font quasiment 1000 mètres carrés, qui ont investi 3 millions à l'intérieur, nanani, nanana. Donc c'est vraiment... T'as deux mondes différents. Voilà, mais ça reste des associations. Et ce n'est pas des sociétés. Donc, une association, c'est très, très facile de la monter. Et puis, surtout, comme nous, en France, c'est des associations à but non lucratif. Loi 1901, là, je sais pas quoi, là, 1920, là, ou je sais plus quoi. Voilà, en Espagne, c'est à peu près pareil, sauf que peut avoir des associations à but lucratif, et souvent les clubs sont à but lucratif. Ok. Mais vu comment tu l'as décrit, du coup, ça laissait supposer que le grower aurait tout intérêt à lancer son cannabis social club par lui-même derrière pour avoir l'ensemble de. Si tu te rends pas compte que c'est de la panoplie, tu te rends pas compte de ce que c'est avoir un cannabis social club. Vraiment, c'est un truc de ouf. Hein. C'est vraiment très très compliqué. C'est une gestion, mon gars. Oh, putain. Et puis on vient de chercher des noises. Hein. Tu sais, c'est des contrôles dans les social clubs. Il y en a tous les mois, quoi. Tu vois. Vraiment avoir un social club, faut avoir les reins solides. Enfin, faut vraiment être chaud. Hein. Moi, tous les patrons de club, c'est big respect. Hein. Mais vraiment, il y en a pas un. Où tu te dis, ouais, lui, c'est une fraude, quoi. C'est vraiment tous, t'es là, tes gars, c'est fort ce que t'as fait, quoi. Il n'y a pas des tentatives de raquettes aussi dans ce milieu-là? Bah, si, il y a, tu sais, Barcelone, t'as les mafias d'Amérique du Sud, frère, quand ils arrivent avec des coupes-coupes, avec des machettes et tout ça, frère, c'est Barcelone. Rappelle-toi, je t'ai dit, c'est la porte d'entrée pour l'Afrique du Nord, quoi. Donc, il y a un côté jungle, vendetta, que nous, en France, on n'a pas l'habitude, quoi. Moi, là, au début, quand je suis arrivé à Barcelone, je te dis, gros, j'ai vu des trucs que je pensais plus voir dans un pays d'Amérique latine qu'en Europe, quoi, tu vois. Ouais. Donc, je ne suis pas surpris de ta réponse. Non, c'est vraiment pas facile, hein. Et puis, Indy connaît un peu le truc, il pourra te le dire. Les gens qui montent des social clubs, t'as toujours un patron, mais derrière, t'as toujours des gens qui sont, entre guillemets, là pour ta sécurité, quoi, tu vois. Bien sûr. C'est pour ça que je pensais je parlais de raquettes parce que, de fait, voilà, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si tu veux monter une boîte de nuit dans les endroits, voilà. Tu peux pas arriver comme ça, la fleur au fusil, si t'es personne et que t'as pas une équipe autour de toi sérieuse qui peut avoir du répondant face à des gens qui viennent te racketter, aux mafias locales et tout ça. C'est exactement ça, bah, tu vois, c'est exactement ça, frérot. Après, à Barcelone, ça dépend aussi quel coin. Il y a des coins qui sont plus craignos que d'autres. Ah oui. Mais c'est sûr que si tu parles en Espagne en général, oui, c'est très craignos. On a eu des retours de growers qui étaient partis pour bosser pour des cannabis social club qui sont revenus avec entre les jambes après s'être fait braquer une paire de fois. Ah ouais, moi j'ai des histoires de growers français, frère, qui se sont fait séquestrer, qui se sont retrouvés dans des coffres de voitures avec des couteaux dans l'épaule, tu vois, enfin bref, voilà quoi, c'est un milieu,
Voilà, c'est pour ça qu'en fait, quand tu es en affiliation avec un club, par exemple, comme nous, on a la chance, tu vois, d'avoir le club La Crème, où tu as Stéphane qui est un Français, qui est un passionné, qui se revendique comme un réfugié cannabique et tout ça, bah là, t'es dans des conditions optimales, tu dors mieux la nuit, c'est puis de bien dormir la nuit, frère, ça n'a aucun prix, quoi. Voilà, les gars. Bah écoutez, 1h40, moi je vais vous faire un petit mot de fin, et puis on se continue à se fumer une petite mèche en off. C'est juste que là, j'ai peur de dire un peu de trop de conneries en étant fatigué, stone, et tout ça, tu vois. Donc vraiment, un grand merci à tous les gars, là on est encore pas mal, on est une bonne vingtaine là ce soir, je crois. Hein, on augmente de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... 18... Bon, on est 23, 24. Bah, ça fait plaisir. Merci beaucoup à tous d'être là. Merci de m'avoir posé des questions. Je pensais pas beaucoup parler à la base parce que j'étais fatigué, épuisé. En fait, j'ai fait que parler. Mais voilà, le but, les gars, aussi, c'est quand vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Hein. C'est pas parce que je vous coupe la parole ou d'autres choses. Je vais vraiment essayer vous avez le temps de développer les choses. Donc, dans les prochains podcasts, là, c'est peut-être on se refait un demain ou semaine prochaine. Les gars, n'hésitez pas à développer tout ça, c'est vraiment le top, quoi. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi pour ta franchise, ton honnêteté là aussi pour la dernière réponse. Il y a peu de gens qui s'expriment sur ce genre de sujet. Moi, comme je dis toujours, hein, c'est les gars, si on a créé cette communauté, dès que je peux vous filer des tips, des trucs, des tout ça, on est là, hein. On est là. Hein. On est ensemble, hein. Ah ouais. Je vois, ça se confirme, ça fait plaisir. Avec plaisir, les gars. Bobby, on est là.